Bah ouais, je lance aussi mon format de podcast sur cette chaîne Mammouth ZRF. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, sur ma chaîne secondaire spécialisée dans Pokémon, j'ai lancé aussi un podcast, donc là je le fais aussi. Donc ce podcast va me permettre de parler des mangas du moment et un peu couvrir l'actualité manga de ce que je lis. Alors vous constaterez que les mangas que je suis hebdomadairement, bah ils sont assez peu nombreux. Alors certains diront, Oui, mais c'est pas un vrai fan de manga, parce qu'il lit pas beaucoup de manga. voilà monsieur, je ne suis pas au RSA, ce sera tout concernant mon argumentation. Et me cassez pas les couilles, voilà, on n'a pas tous pas de vie sociale. Voilà, là c'était la rafale gratos. Et ouais, je me disais de base, est-ce que je le fais en vidéo? Et puis je me suis dit, non, ça y est, j'ai un peu envie d'apporter de la fraîcheur sur YouTube, donc des reviews sous forme de vidéo, bon voilà, un peu la flemme. C'est pour ça que j'ai décidé de tout condenser de mes lectures et le faire en un podcast. Au moins, voilà, c'est un format long, vous en profitez. Et moi, j'ai qu'un seul enregistrement à faire et c'est terminé. Alors, concernant le fonctionnement du podcast, comme je l'ai dit, j'ai décidé de faire tout d'un coup et pas faire des podcasts spécifiques à chaque manga que je suivrai, ce qui aurait pu être logique. Mais je me suis dit que de un, d'un point de vue logistique de la chaîne, ce serait beaucoup trop chiant parce que dans votre fil d'abonnement et dans mon gestionnaire de vidéos, il y aurait beaucoup trop de vidéos qui traîneraient. Et voilà, ça me saoulerait vraiment à la mort. Et je pense que vous, ça vous casserait les couilles d'avoir allez, 3, 4, 5 notifications d'un coup. Et puis il faut le dire aussi en termes d'audience, voilà, c'est pas fou. Voilà, j'aime pas ça. En termes d'audience, c'est pas fou, donc pourquoi le faire? Voilà. Et aussi concernant l'ordre des mangas traités, donc bah, je l'ai fait d'ordre croissant de buzz, parce que oui, j'ai un watch time à entretenir, malgré le fait que ça soit en format long, donc je me dis que, a priori, le mec qui se pose, voilà, il se met bien. Mais voilà, si je peux un petit peu optimiser, voilà, gratter deux trois vues. Gratter deux trois vues pour enfin espérer monétiser une des deux chaînes, voilà, c'est l'objectif. Mais sans faire du caca, je vous rassure. Donc c'est pour ça qu'on commence par Blue Hawk et on termine par One Piece. Également pour ceux qui ne souhaitent pas se spoiler certains mangas, je sais pas par exemple tu lis pas Blue Hawk en scan mais tu suis One Piece, il y aura un chapitrage sur le podcast si j'ai... Non, il y aura un chapitrage sur le podcast, voilà c'est ma mission que je me donne. Alors j'ai conscience que si vous êtes en bagnole, là je peux rien faire, à un moment là vous cherchez les problèmes. Je sais pas si vous avez une bagnole futuriste, Tesla ou je sais pas quoi, vous pouvez passer les chapitrages d'un podcast, si c'est sur YouTube ou non, ce podcast, il sera pas sur Spotify parce que je crois pas que j'ai la possibilité de faire deux podcasts. Voilà, c'est. Si vous demandiez, non, ce sera exclusif à YouTube, la review Cassos. Donc ouais, bah c'est pas très voiture friendly, donc bah désolé à vous, mais vous allez devoir vous taper les bouchons et insulter les darons de tous les conducteurs qui savent pas conduire. Voilà, sachez que le volant, ça crée de la malveillance. Après, peut-être qu'à l'avenir, je parlerai des animés que je suis, mais il y a deux problèmes à ça, c'est que déjà, moi j'aime bien consommer les animés d'un bloc, c'est-à-dire, je sais pas, je me laisse 3 4 semaines où je regarde pas l'épisode, hop là. Là, après, je me tape 5 épisodes d'affilée, donc bon, pour couvrir ça en podcast, c'est pas très pratique. Et deuxièmement, j'ai tendance à privilégier la VF à la VO. Donc, bon, s'il y a certains animés que je suis en VF et que je traite dans le podcast, forcément que je ne serai pas à jour et que vous direz. Ou que si je fais des théories là-dessus, bon, vous aurez, vous comprendrez. Voilà, il y aura potentiel à debunk instant. Voilà, maintenant que c'est dit, maintenant que c'est fait, nous allons pouvoir commencer par la première rubrique qui sera la rubrique Blue Lock. Bon, vous l'aurez compris au fait que j'ai quand même dédié 3 vidéos sur ce manga sur la chaîne. Oui, voilà, je suis un aficionados du manga Blue Lock. Voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup ce manga et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je précise pour chaque manga, sachant que c'est mon premier podcast, forcément que je vais un petit peu résumer mon avis dessus et l'arc en cours, avant de réellement traiter le chapitre du podcast spécifique, ici pour Blue Lock, le 259. Heureusement que j'ai noté, sinon j'aurais jamais fait de tête. Alors, que dire de bloc? Déjà que les dessins sont fous.
Voilà, Yusuke Nomura, ce mec est beaucoup trop chaud, et j'ai une théorie de comme quoi si tu t'appelles Yusuke, t'es forcément chaud en dessin, et ouais, Yusuke Murata, bah il s'appelle aussi Yusuke, donc si jamais vous espérez percer dans le dessin, voilà, je vous conseille de changer de nom et vous appeler Yusuke, voilà, d'après mes sources, ça permettrait de enfin bien dessiner. Aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans Blue Lock, c'est quand je l'avais lu en manga à l'époque, quand c'était sorti en France, c'est un petit peu, il y a un peu un aspect malsain qui ressort du manga. Je m'explique. En gros, bon, je vais pas vous résumer le manga parce qu'en principe vous le connaissez, mais l'aspect de privilégier l'ego du personnage plutôt que l'aspect amitié et foot de rue comme on peut l'avoir justement dans les mangas de foot et de sport de manière plus globale, bah ça crée un petit peu une ambiance malsaine mais rafraîchissante en fait. Quand parfois je parlerai d'ambiance malsaine, c'est pas forcément au sens péjoratif, c'est-à-dire où t'es pas forcément bien, genre ça te sort de ta zone de confort de ce que t'as l'habitude de voir, mais tu te dis ah ouais c'est intéressant et tout. Surtout quand tu vois l'élimination de certains personnages dans le manga, ce qu'il y avait beaucoup au début, c'est un petit peu un aspect qui s'est perdu je trouve, mais j'y reviendrai plus tard. C'est un aspect un petit peu qui s'est perdu dans le manga, l'aspect Battle Royale et survie, parce que oui, en fait, l'aspect survie et Battle Royale, en fait, c'est un truc qui manquait peut-être au manga de sport en dehors d'Inazuma Eleven. Bah, c'était qu'il y ait une réelle tension réaliste, c'est-à-dire que, bon, dans les trois quarts des mangas de sport, en fait, le seul problème, c'est oh non, on va perdre le match et du coup, on va perdre le tournoi. Bon, comment vous dire que, bon, si vous incarniez le PSG dans un manga de sport, voilà, il se foutrait en l'air à chaque match. Voilà, chaque Ligue des Champions non gagnée, il se tirait une balle. Donc, ouais, l'aspect Battle Royale, ça crée beaucoup de tensions, et je trouve que malheureusement, ça s'est pas mal perdu bah, après l'arc de la troisième sélection avec Rin et tout le bordel. Et notamment l'arc Neo Egoist League, bah ça s'est complètement perdu, hein, je trouve, cet aspect Battle Royale. Alors oui, il y a le délire de si t'as pas une prime assez haute, que tu fais pas partie du top 23 des meilleures primes, bah t'es pas sélectionné dans l'équipe japonaise des U20. Mais alors soit c'est moi qui suis con, mais il me semble pas qu'il précise que les autres joueurs dégageront forcément et devront mettre une croix sur leur carrière. Si je crois en fait c'est dit, donc en fait je ferme ma gueule, voilà. Des fois, voilà c'est ça, review Cassos, je dis de la merde et... je me repositionne tel Sonic le hérisson. Putain, faudrait trop créer un Sonic algérien, genre il lâche des... Putain, j'ai une idée de fou de... Ouais, du coup, c'est le premier problème que j'ai avec cet arc Neo Egoist League. Ah oui, je dis le nom de la version Scan et pas de la version Tom parce que je sais plus, ils ont trouvé quel terme de merde, mais il m'est sorti de la tête tellement il est frauduleux, donc out. Donc ouais, le problème de cet arc Neo Egoist League, bah, c'est que premièrement, il n'y a pas vraiment de tension, comme je l'ai dit, concernant les protagonistes. Et de plus, bah, les protagonistes, ils ont un petit peu ce qu'on appelle l'immunité des protagonistes, ou la plot armor, je crois que c'est ça le terme angliciste qui est sorti, mais nous, voilà, on est en France, bon Dieu de bonsoir, personne dit ça. Donc voilà, je vais dire en français. Ouais, donc ils ont l'immunité du protagoniste, c'est-à-dire que t'as pas l'impression qu'ils vont dégager. Donc c'est-à-dire Bashira, Nagi, Baro, Isagi, ils vont rester, c'est sûr. Même Rin. Ouais, genre Rin et tout le bordel, bon, ils sont assurés d'avoir leur place dans l'équipe U20, donc en soi, l'arc Neo Egoist League, ça va pas vraiment être un arc de réelle tension, c'est plus une sorte d'arc de transition qui va servir à un peu développer les capacités des personnages comme on a pu l'avoir dans l'arc transition entre le match U20 et la troisième sélection. Qui était un arc un petit peu osef, même si ça présentait certains personnages un peu sympathiques. Mais là, contrairement à l'arc Neo Egoist League, lui durait que un tome, tandis que là, ça dure sur, je crois, 10 tomes, hein. Ah, parce que là, la sortie en France, bah, l'arc il vient de commencer, et je crois au Japon ils sont genre au tome 23, 29 même, et c'est toujours pas terminé. Donc un peu long l'arc transition, mais après il reste pas spécialement inintéressant, même s'il y a quand même de gros défauts, et je vais le dire, c'est le premier arc qui m'a vraiment déçu dans le bloc sur bien des points. Enfin surtout un match, où on va y revenir, vous inquiétez pas. Un des problèmes que j'ai avec cet arc, c'est la progression, l'évolution de certains personnages qui est trop brutale, mal amenée. Je saurais pas comment décrire ça. Bah, si en fait, mal amené, c'est-à-dire un match on te le présente à un tel niveau, l'autre match il est 3 niveaux plus loin ou 3 niveaux en dessous. Donc là, voilà, on va évoquer certains cas. Encore pour Isagi, c'est pas trop choquant.
Bon, même c'est un poil abusé, mais franchement, c'est pas le pire. Ensuite, il y a le cas Kaiser, qui est passé de mec inatteignable pour Isagi à rival potentiel, à la salope d'Isagi, et enfin la sombre pute de Isagi actuellement, mais ça vous verrez dans la review du chapitre. Donc ouais, ça me dérange quand même beaucoup. En fait, je trouve que, voilà, comment ça s'appelle, le danger, entre guillemets, que crée Kaiser envers Isagi, il a été désamorcé beaucoup trop rapidement à mon sens. Pour moi, ça devait être un petit peu bah, l'antagoniste, entre guillemets, final de l'arc, comme l'a été... Pas vraiment antagoniste ou rival, bref, vous m'avez compris, on parle de Block. Un peu comme dans un sens, il a été Nagi pour la deuxième sélection, Rin pour la troisième sélection, vous voyez de quoi je parle. Donc je voyais un petit peu Kaiser avoir ce rôle et je trouve qu'il a été désamorcé un peu trop vite, mais il y a un petit potentiel de choses sympathiques à faire. Mais même s'il y a des choses sympas à faire, je trouve que quand même ça a été fait d'une manière beaucoup trop brutale et du coup ça crée vraiment un sentiment bizarre où Isagi il fait là un peu cet aspect de mec qui réussit tout un peu trop facilement. Alors qu'avant, bon, tu sentais qu'il galère un minimum avant d'atteindre ses objectifs. En fait, depuis qu'il a la métavision, en soi, il s'est élevé au niveau de Rin, donc ça, c'est cohérent, mais ouais, il est devenu un peu trop fort, trop vite à mon goût. Je pense qu'il aurait fallu que le match des Ubers, ça... Ouais, pour moi, il aurait fallu prolonger la transition de l'évolution d'Isagi dans le match contre les Ubers, parce que là, bon, il mène clairement le match, et comment vous dire que contre Paris, c'est son match, mais on y reviendra assez tard. Plus tard, je veux dire, qu'est-ce que je raconte. Bah, on y vient, le match contre les Uber, où la Juve, bref, je dirais peut-être les équipes selon leur nom dont ils sont inspirés, parce que voilà, on a compris de quelles équipes ils étaient inspirés évidemment, hein, et qu'ils n'avaient pas les droits. Match contre les Uber qui a été gagné par l'équipe allemande beaucoup trop facilement à mon goût, parce que, genre, normalement, à charnière défensif, il y a qui? Il y a Haiku, et qui est le mec qui a fait galérer tout le bloc FC rien que pour le passer. Le mec, normalement, il a une vision de fou, donc il se fait passer un peu trop facilement à mon sens. Pas un peu trop, carrément trop facilement. Il est, bah, comme Kaiser, en fait, il est désamorcé en tant qu'antagoniste beaucoup trop rapidement. Et ça devient un peu le Vasilu de bloc, bon, le mec intéressant, mais voilà. Nico, bon, on va même pas en parler de... Vas-y, c'est le petit du bloc, hein, il a 15 ans, voilà, on va pas lui en vouloir. Et puis El Famoso, Lorenzo qui nous est présenté comme top 11 de la génération. Je sais plus. Attends, comment ils appellent ça déjà? Le 11 prometteur, le 11 des prodiges, censé être le défenseur central du futur. Bah, palmarès, ouais, il collait Kaiser et c'est tout, hein. Et puis même sa technique de dribble zombie, elle a pas vraiment été désamorcée. Je sais pas, j'ai l'impression par les auteurs, il a été mis de côté en mode bon, on va l'ignorer rapidement pour pas qu'il nous emmerde dans le scénario. Parce que oui, il faut développer Isagi et que bon, Lorenzo il nous emmerde un peu et je crois que les auteurs ils ont pas vraiment trop anticipé ça sur le long terme. Pas qu'ils ont pas anticipé, mais ils ont mal géré à mon sens, donc c'est pour ça que je suis assez déçu de ce match. Même si par contre, gros point positif, le développement de Barrow, voilà, toujours aussi intéressant, très bon personnage, je l'adore, modèle à suivre, mais pas sur trop, voilà, sinon vous allez devenir un mec insupportable. Même si certains joueurs de League of Legends aimeraient s'inspirer de lui et devraient s'inspirer de lui, voilà, pour rester subtil. Donc ouais, ça a été la grosse déception de l'arc, et puis bon, comment vous dire que le but final avec Iori qui se fait doper à la mi-temps, qui n'a... bon, là, c'est vraiment, comment s'appelle, la personnification de tous les problèmes que j'évoquais en termes de progression trop brutale, trop rapide et mal amenée. C'est Iori, ce personnage. Ça passe d'un mec qui était à deux doigts de rage quitte le foot à le nouveau Modric, le nouveau Bellingham, si ce n'est les deux fusionnés à leur prime. Donc, c'est beaucoup. Après, le personnage n'est pas détestable, mais. Ouais, vas-y quoi. Ah oui, aussi un point qui m'a dérangé, c'est Yukimiya. Voilà, il se fait offrir un peu trop facilement une carrière à Isagi, alors que pour moi, il y avait un acte manqué de faire en sorte bah, de représenter un petit peu la destruction d'une carrière d'un joueur prometteur, ce qu'on voit souvent dans le milieu professionnel du foot, hein. On connaît tous Atem Bernarfa.
Voilà, en gros, des joueurs à gros potentiel, mais qui, soit par une maladie avec le cas de Yukimiya, ou un peu un mélange de maladie plus un ego mal placé, bah, tombent à leur perte et finissent en épave. Moi, je trouve que ça aurait été vraiment bien, en mode, tu fais que Yukimiya, il rate son but, et que après il se fait humilier par Isagi, et qu'il termine la Neo East League sans jouer de match. Moi, je pense que ça aurait pu vraiment créer une évolution intéressante au personnage de Yukimiya, enfin, une évolution, enfin, plus une conclusion au personnage. Et puis même le coup de vas-y, il y a le seul club du monde qui peut soigner sa maladie, oh bah tiens, on va le recruter, et puis on va soigner sa maladie, et même on va lui payer ses impôts. Ce qui d'ailleurs est le cas dans beaucoup de clubs de foot, hein, je crois. Il me semble qu'au PSG, c'est le club qui paye les impôts. Voilà, je vais tacler ce club à chaque fois. Voilà, à quel moment ils ont sorti Barcelone, je vous le demande. Voilà, c'était les seuls pro. Ah oui, aussi en acte manqué, qui sera forcément manqué, c'est-à-dire que Nagi et Rio ne vont jamais dégager du Blue Log, voilà, qu'on ne nous fasse pas un faux suspense. Alors là aussi, ça aurait pu être intéressant pour montrer un deuxième aspect de fin de carrière. Ah mais attends, même je viens de capter un truc, je vous explique après. De fin de carrière ou en mode ok t'as accompli ton objectif ultime, bah maintenant t'es finito parce que t'as juste plus de motivation et bah du coup tu sombres bah un petit peu comme on aurait pu le voir avec Nagi dans certains de ses matchs. Et moi je pense que ça aurait pu être vraiment cool de présenter un personnage qui était présenté comme un génie, sombrer un petit peu avec Yukimiya mais bon qui n'a été fait dans aucun des deux cas. Et un petit peu Ryo, bah, qui finalement, indirectement, aura payé le fait de ne pas s'être adonné à son ego à 100%, mais qui aura été le serviteur de Nagi jusqu'au bout et qui sera entraîné par sa perte. Ouais, je disais, le truc que j'avais imaginé, en fait, ce qui était trop marrant, c'est que potentiellement, si ce que j'avais dit se serait réalisé, c'est-à-dire que parmi les top 6 du blog, genre les deux qu'aurait dégagé, c'était le numéro 6 et le numéro 5. Donc en vrai, ça aurait pu faire un développement assez marrant et prophétique à base de à chaque arc majeur ou match majeur, en gros, il y en a un du top 6 du bloc qui dégage au fur et à mesure pour que finalement il n'en reste aucun. Et que finalement Rin reste l'ennemi final face à Isagi dans la fin de la section du bloc. Je sais pas, on aurait pu imaginer ça, mais qui dégage face à Isagi. Putain. Et c'est dur de dire face à Isagi. Bref, qui dégage face à lui, puis voilà, Isagi il est roi du manga, voilà, il est meilleur attaquant du Japon, et fin du manga. Donc voilà, ça aurait pu être marrant, bon, ça aurait été. Ouais, en vrai, ça aurait pu être fun. Mais bon, forcément, ce ne sera jamais fait parce que je connais des gens, je connais une personne qui boycotterait le manga si Nagi dégagerait. Donc je pense pas que les auteurs prendront une si grosse prise de risque que ça. On l'a vu également avec le cas Kunigami qui n'a pas dégagé du bloc parce que... Alors en soi qu'ils aient repêché Kunigami du bloc, je dis pas que c'est incohérent, même c'est complètement logique dans le sens où ça a été utilisé à un moment à la fin de la troisième sélection. Elle fait que Kunigami revienne, bah ça aussi c'est pas son retour qui est un problème, mais son traitement, j'ai vraiment du mal. En fait, c'est devenu un peu un personnage, bah il est devenu dark pour être dark quoi. Je comprends en fait, je comprends le principe de faire un Kunigami qui de base est un manga mais qui a potentiellement et on suppose complètement pété les plombs parce qu'il a dû éliminer ses propres collègues de Keep Z parce qu'on sentait qu'il était attaché à ses camarades lui. Donc je sais pas, on peut imaginer que j'en sais rien en finale de la sélection de Joker, bah il a dû se taper contre se tape comme si c'était une bagarre. De toute façon, bon, les mangas de sport, c'est un peu des mangas de combat indirectement. Donc bref, qu'il a dû se la donner face à un collègue de l'équipe Z et que finalement, bah, il a dû bah, le détruire, l'humilier et que du coup, bah, il a pété un plomb, il s'est dit putain, mais en fait, je ne suis qu'une merde. Et un petit peu pour revenir à la métaphore héroïque de Kunigami bah, qui se prend pour un super-héros, là ça aurait pu être un petit peu l'arc super-héros anti-héros, un petit peu à la Batman en mode de torturé. Mais le problème, bah, c'est l'exécution. Kunigami, vraiment pendant les... Je vous jure que jusqu'au match contre le PXG, je me disais que ce personnage avait vraiment zéro intérêt. Là, je trouve qu'il a un potentiel. Mais c'est une de dialogue, c'est enfoiré, fils de pute, ta gueule, attaquant de merde. Voilà, si je fais une review cassos de cet arc Negoist League, je referai pas sa voix parce qu'elle fait trop mal à la gorge. Mais voilà, c'est une coquille vide, hein, un peu. Peut-être que c'est volontaire cet aspect de donner une coquille vide, personnage un peu vide, bah finalement qui a été éteint quelque part par la sélection de Joker.
Et oui, je fais de la philosophie, mais dans l'exécution, il y avait 10 fois mieux à faire, ça aurait gagné à avoir plus de subtilité. Voilà, ce qui est. Comme je dis dans beaucoup de domaines, le tout, c'est dans l'exécution. Mais là, on va revenir vraiment au sujet principal, qui est le match contre le PSG, ce club frauduleux que je hais de tout mon âme. Quoi Non, rien. Alors là, Kunigami, il promet quelque chose et finalement, peut-être que la fin du développement dans cet arc de Kunigami me fera taire sur ce que j'ai dit précédemment. Peut-être que cet aspect... non, encore, même si on théoriserait sur le fait que cet aspect d'être un mec brosson, c'est une carapace pour ne pas, entre guillemets, révéler ses faiblesses, ouais, c'est facile d'imaginer ça. Mais ça aurait gagné en subtilité. Donc, bref, la Kunigami qui fait plaisir. Voilà, le mec il est dévoué. On sent qu'il a quand même gardé un petit peu ses ambitions d'être le super-héros. Ça reste un bon gars, voilà. Donne un caviar à Isagi qui nous gratifie d'un but très très magnifique. Hein, qui est, je crois. Qui est un des meilleurs buts du manga. Voilà, il te fait un truc de chinois. Oula. Putain, j'ai trop l'impression d'être un. Voilà, Ryu Kassos, je dérape aussi. Quand je dis trucs chinois, c'est un peu des trucs bizarres, voilà. Donc voilà, il te fait un truc un petit peu de chinois, là tu comprends pas. C'est un petit peu comme le but de Nagui en troisième sélection. Si vous vous rappelez, là, quand il fait sa feinte de reprise de volée. En fait, c'est le genre de but sur le coup, tu comprends pas vraiment ce que c'est, mais tu dis ah ouais, putain, c'est stylé. Et puis tu décortiques le but, tu fais ah ouais, le bâtard, en fait, il a réussi à faire ça. Bon, après, il a dit lui-même que bon, ça, il a plagié un move de Nagui, mais mine de rien, Isagi, il s'impose en tant que patron. Et il prouve que finalement Kaiser et Rin ce sont ses petits, voilà Rin qui faisait le malin, mais rappelons-le, il a 1 an de moins que Isagi, donc respecte tes grands frères sale fou et reste à ta place petite merde à tirer la langue. Et Kaiser, Kaiser on va en parler, Kaiser, il est complètement éteint dans ce match, voilà. Entre le fait qu'il n'arrive pas à contrer Isagi, voilà, il nous a un petit peu teasé en mode ouais, je vais mettre Isagi dans le désespoir, voilà, se faire ses feintes d'étranglement. Bon, ça par contre, c'était. Bon, ça par contre, j'avoue que ça m'a fait un peu marrer la scène où genre il s'étrangle pour avoir l'illumination de ouais, j'ai trouvé le plan pour mettre Isagi dans le désespoir. Moi, j'avais une théorie. Elle est peut-être conne la théorie, mais c'est la plus concrète et la plus factuelle. C'est-à-dire qu'en fait, il lui met un Kaiser Impact dans les couilles de Isagi, et croyez-moi que Isagi, il s'en remet pas de sitôt. Puis c'est aussi ça le problème avec Kaiser, c'est que genre le bordel, son tir, c'est un ultra laser, mais j'ai pas, on a l'impression que d'un match à l'autre, ça devient inefficace, alors que c'est présenté comme un petit peu le glitch. Parce que bon, quand tu mets des patates en reprise de volée potentiellement d'en dehors de la surface, c'est fort, hein. Ouais, Ryu Kassos, donc vous m'entendrez me moucher aussi. Ouais, le titre va justifier beaucoup de trucs, hein, vous verrez. Donc on voit quand même Kaiser ne pas complètement perdre espoir et se dire t'inquiète Isagi, j'ai préparé une arme. Et non, c'est pas le Kaiser Impact dans les couilles, mais c'est faire un Kaiser Impact mais avec un effet courbe en fait, c'est tout en fait. Oui, en gros, lui il l'appelle le Kaiser Impact effet Magnus, mais en fait c'est juste un enroulé. Bon après, juste un enroulé en reprise de volée, personne sait le faire, et sachant que moi je suis assez nul au foot, je sais absolument pas faire ça. Et même dans le milieu pro, il y a peu de gens qui savent faire vraiment une reprise de volée en courbe, si ce n'est par coup de chance. Voilà, Pavard qui a eu une carrière grâce à ça. Quoi Punaise, ma langue elle fourche souvent en ce moment. Donc là, on en revient au contenu du chapitre 259. Kaiser qui tente sa nouvelle technique qui est, comme je l'ai dit, le Kaiser impactant enroulé, mais qui flop. Alors, je le voyais venir le fait que le but allait flop. Mais honnêtement, un flop pareil, genre il te l'a envoyé dans la stratosphère le ballon, je m'y attendais. À la fois ça m'a fait marrer, je me suis dit ah ouais. Ah ouais là les auteurs ils veulent l'humilier Kaiser, c'est. Waouh. Bah en fait ça fait un petit peu. Bah ça fait complètement penser à Baro lors de la troisième sélection dans le match contre la team Rio, Kunigami et Shigiri quand il tente son tir au milieu de terrain mais qui flop. Moi, je pensais que ça allait être un flail pareil, c'est-à-dire que ça allait rebondir sur la barre transversale et rebondir, mais non, il a carrément loupé le cadre. Voilà, il s'est un peu trop inspiré d'Harry Kane à t'envoyer des tirs dans la stratosphère.
Ouais, là, Kaiser est complètement sueur et oui, voilà, tu peux gueuler comme un Super Saiyan, mais t'es une petite merde, voilà, t'es devenu la pute du blog, t'es devenu la pute du manga. Alors que vraiment, en vrai, non mais vraiment, vraiment les mecs, de vous à moi, le Kaiser Impact, tu... En plus, Kaiser, c'est le mec, il a la métavision, donc potentiellement il peut se placer à des endroits stratégiques. Je vous explique la strat idéale, c'est en gros la vraie arme de Kaiser, c'est le double Kaiser Impact, en gros. Ouais, j'invente une technique. C'est il fait un premier Kaiser Impact dans les couilles du gardien, paf, ça rebondit, il revient sur lui parce que gros il a un placement de fou furieux, il arrive à arriver sur le ballon, il tire dans les cages, il allume le gardien. Mais non, même pas, genre, il a pas besoin forcément de viser dans les couilles parce que bon, ce serait un peu humiliant, mais il peut lui viser dans la tronche. Bah le gardien il est pas bien, il saigne et tout. Ouais, Kaiser Impact en fait c'est pire que des tirs d'Inazuma Eleven, c'est vraiment, mais vraiment, il est trop con Kaiser, c'est... Ouais, ça se dit, ouais, c'est une intelligence de jeu, je sais où me placer, mais gros, t'as littéralement un putain de boulet de canon à la place des jambes et tu t'en sers pas. Espèce de con, va. Non, tu mérites ton downgrade. Après, en soi, le fait que Kaiser est un downgrade, je trouve ça pas si mauvais que ça, même si, bon, comme je l'ai dit, ça manque de transition de tout ça. Mais je pense que même ça a été utilisé, bah même ça a été utilisé dès son introduction, c'est-à-dire bah il nous est présenté comme un mec arrogant, voilà, qui aime bien maltraiter les petits, mais quand il faut se fight contre les vrais joueurs, c'est-à-dire dans un premier temps, quand il faut se confronter à Chris Prince lors du match contre le Manshine, voilà, il se chie dessus, il fuit le combat, et même lui, il lui fait remarquer, hein, en fait, t'as une petite bite. Je lui dis pas en ces termes, mais de toute façon, vous avez lu l'arc. Bah ensuite, même face à Noël Noah, en fait, il se chie dessus dans le sens où Kaiser, son objectif, bah ça nous a été dit, c'est d'aller au Real, bah parce qu'il sait que, bah au Bastard, bah... Enfin, au Bayern, c'est complètement bouché à cause de Noël Noah, bah, qui lui volerait la vedette, et du coup, il se dit, bah, nique sa mère, hein, je veux pas jouer la confiance, voilà. Lui, il a pas fait comme Mbappé au Real Madrid qui veut jouer la concurrence avec les autres joueurs. Non, lui, il a dit non. Non, je fuis. Je fuis tel un lâche. Et ça nous révèle du personnage. Je pense que Kaiser, en réalité, a un putain de problème de. Comment. Ah putain, c'est quoi le terme déjà? A un problème de. D'ego. Mais c'est pas ça le terme exact. C'est. Un voilà, complexe d'infériorité. Dans le sens où je pense qu'il a conscience d'être d'une petite merde peureuse. Et potentiellement, on aura peut-être un flashback sur ce perso qui nous en dévoilera plus. Et même, c'est également révélé bah, de par les covers, sachant que tous les personnages de Block, en gros, sur les covers, bah, ils sont enchaînés avec une chaîne en métal. Et peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais en fait, cette chaîne en métal, c'est un petit peu la représentation de l'ego du personnage. Donc, pour tous les personnages, c'est soit en métal. Sauf rares exceptions, je crois il y a Sae, il me semble, de tête, je le dis, c'est son ego il est rouillé, donc peut-être ça veut dire quelque chose à l'avenir. Lorenzo, il est complètement mordu. Bon, ça après, ça veut peut-être dire que le mec il a tellement la dalle qu'il s'en bat les couilles de l'ego. Voilà, il est prêt à mettre son ego de côté pour la thune. Ouais, je pars un peu loin, mais ça fait sens, hein. Review Cassos, mais réflective hein, quand même. Et pour Kaiser, bah, sa chaîne, on remarque, elle est en cristal ou en verre. Bon, en soi, ça revient au même, dans le sens où le verre et le cristal, c'est certes, d'apparence, c'est beau, c'est solide. Mais tu tapes un peu dessus, ça se brise facilement, donc finalement ça représenterait un petit peu un ego factice chez Kaiser, et voilà, qui finalement n'est pas réellement un attaquant idéal comme le voudrait Ego, voilà, c'est une petite merde, dans un sens. Et donc je pense que le futur de Kaiser, bah ça va être d'être un petit peu la pute de Enfin, ça va être pas la pute de Isagi, ça fait un peu violent de dire ça, mais être un passeur pour Isagi et finalement, bah, qu'il y ait une réelle complémentarité à la fin dans le match contre PSG entre bah, la formation Isagi et la formation Kaiser, où finalement bah, Kaiser sert Isagi. Et même Isagi, à la fin du match contre Barça, bah, il dit ouais, bah Kaiser, petite merde, tu seras le roi déchu qui me fera. Sous-entendu, bah tu me feras des passes. Voilà. Et je pense que c'est ce qui va se produire parce qu'à mon avis, si on suit la logique de Noël Noah, s'il reste cohérent à ses principes, à mon avis, Kaiser, il va tèche du terrain. Bah, en fait, je pense que ça va être le même traitement que Kunigami lors du match contre le Barça, c'est-à-dire il va tèche du terrain, ça va être l'entrée des maîtres. Et Kaiser va peut-être revenir un peu plus tard, ou si ce n'est, bah, va complètement rester sur le banc, mais ça, j'y crois pas vraiment.
mon avis, ce qui va se passer, c'est que Kaiser va sortir du terrain, il va laisser Noah faire sa vie, voilà, il va se passer des choses que je ne saurais prédire, donc je vais me taire. Et puis Kaiser va revenir, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un petit peu un recyclage de la scène de Barrow, si vous voyez, en troisième sélection, où il est complètement forcé de faire la passe à Isagi, où il fait une passe contre sa volonté, on dirait. Et du coup, t'as la phrase du narrateur qui dit oui, et même Barrow n'a pas compris pourquoi il a fait la passe. Bah, je pense qu'il y aura un procédé assez similaire pour Kaiser. Où genre Isagi il aura tellement un placement rationnel, et en plus ça suit la logique de l'équipe qui est la rationalité absolue. Il aura tellement un placement rationnel que Kaiser il sera forcé de lui faire la passe à se dire mais putain, mais en fait c'est la suite logique de lui faire la passe à ce mec. Après, je sais pas quel type de passe il pourrait faire. Après, ouais, j'imagine mal avoir un Kaiser Impact faisant office de passe, vu la. Pour contrôler un ballon pareil en reprise de volée sans péter la jambe, j'espère que le mec il est musclé. Et c'est pas le cas de Isagi, donc. Voilà, c'est le futur que j'imagine pour Kaiser. Pas un Kaiser qui se fait voler des buts, mais un Kaiser vraiment qui finisse complètement soumis à Isagi, entre guillemets, en mode. Bah voilà, qui lui permettent de briller et de mettre son triplé. Parce que oui, comme beaucoup de gens également, moi je pense que Isagi mettra le triplé côté Bayern. Dans l'optique où les auteurs souhaiteraient en faire le numéro 1 du Blue Lock à la fin de l'arc Neo Egoist League, parce que on le sait, à chaque fois qu'un personnage a atteint la meilleure prime du manga, c'est parce qu'il a mis son triplé lors d'un match. Ça a été le cas de Barrow, ça a été le cas d'Orin, et là ce sera peut-être le cas de Isagi, et même il est déter à mettre son triplé. Également, ah non, il y a aussi un autre cas de figure que j'imagine, bon, qui est pas si différent que ça, c'est-à-dire que Kaiser il sort, mais que ça soit pas spécialement Noël Noah qui rentre pour faire le feat des maîtres, mais que ça soit le Igarashi, le chauve, ouais, je crois que c'est ça son nom. Putain, le mec est tellement signifiant que j'oublie toujours son nom. Moi, je vois bien la scène, en gros, il arrive à simuler tellement bien qu'il provoque un penalty, et c'est Isagi qui le tire, et voilà, parce que Noah, il aura décrété que ce sera Isagi qui le tirera, parce que, bon, il l'aura prouvé. Et finalement, bah, il aura eu un petit peu une action majeure d'attaquant qui crée des occasions et des pénaux, voilà. Un attaquant frauduleux, mais finalement un attaquant qu'on trouve assez souvent dans le monde professionnel, donc pourquoi lui en vouloir. Donc je pense que ça va être ça son rôle dans le match, il va provoquer un penalty, parce que Isagi, je le vois mal tireur de coups francs, je sais pas, c'est... Bah, je sais pas, en soi, il y a tellement mieux dans l'équipe, je sais pas, au pire, t'envoies Yukimiya, cette fraude de merde là, je le déteste ce perso. Voilà, t'envoies Yukimi à la fraude qui tire de meilleurs coups francs. Donc, c'est pour ça que je verrais plus un péno. À mon avis, oui, Rin va pas laisser, n'a pas dit son dernier mot. Il va pas laisser passer ça. Il va dire, oh, il va s'énerver, il va tirer la langue encore, mais bon, ça va. Il mettra les un 2 buts comme ça. Ah ben non, il peut pas mettre 2 buts du coup. Bah, il mettra un but comme ça, et puis ciao. Après, je sais pas comment il mettra son but, donc je pense qu'il va. Donc là, je pense que pour prédire le tir de Rin et comment il mettra son but, c'est il faut connaître la vraie philosophie du club du PXG parce que bon, j'aurais un peu du mal à me dire que au Japon, d'un point de vue footballistique, en fait, on soit vu que du point de vue argent. Parce que vraiment, les autres clubs, c'est vendu en mode ouais, la Juve, c'est la tactique, Bayern, c'est rationalité, Manchester, c'est physique. La France, ouais, ils ont un marché économique qui se développe. Wesh, on a autre chose. C'est bon, il a pas que les Qataris et le PSG, ce club frauduleux là que tout le monde déteste. Putain, je vais mettre les fans parisiens à dos. Voilà ce que je disais, faut vraiment connaître la vraie philosophie du club et ce que Julian Loki va un petit peu leur inculquer. Moi, je pensais à bah, un jeu de vitesse, c'est-à-dire un jeu dont les adversaires n'auraient pas le temps d'anticiper, de prédire. Parce qu'actuellement, en fait, la seule manière de contrer Isagi et Yuri, qui sont tous les deux sous Métavision et qui peuvent donc plus ou moins tout prédire ce qui se passe sur le terrain, plus Kaiser, qui en principe est censé avoir la Métavision, même s'il se fait choper la balle par Karasu, la Big Fraud, ouais, ça. Beaucoup ne l'ont pas vu, mais moi je l'ai vu. Voilà, tu t'es fait voler à balle par un joueur de basket. Je m'expliquerai. Voilà, je pensais à un jeu. Ouais, pour contrer en gros tous ces joueurs-là, bah, concrètement, ce qu'il faut, c'est juste un jeu beaucoup trop rapide pour qu'ils aient le temps de réagir malgré le fait qu'ils puissent réagir plus ou moins instantanément et qu'ils voient tout. Donc,
Puis bon, Johan Loki, c'est le Mbappé de Bullock, donc un jeu de ce style-là serait complètement logique. Donc je pensais que Rin, en fait, son évolution, ça aurait été. En dehors du fait de humilier son adversaire et de détruire son style de jeu, serait bah, d'avoir un jeu impactant et rapide. Ouais, en gros, on pourrait dire un jeu direct, je pense, voilà. Shido, bah, je le vois peut-être pas. Non, je le vois pas mettre d'autres buts, sachant que les matchs vont se terminer en 3 bah, à 3, donc j'imagine mal Rin rester là sans rien faire. Et forcément, Julian Loki va rentrer sur le terrain et faire des choses. Mais après, je pense pas qu'il va gratter un but parce qu'il a pas trop ce délire d'ego comme les deux autres. Comme le coach du Manchester et le coach de l'Espagne, qui eux, ils étaient juste là pour briller et qui vivaient pour les caméras. Ouais, ça va être plus comme Snuffy, je pense, en mode il va leur apprendre un truc en mode. Ok, attendez, je vais imiter Mbappé. Ok les gars, c'est comme ça qu'on joue. Maintenant donnez tout les gars. Et Karasu, arrête de trash talk et agis, sale merde. Le football l'a changé. Voilà. Ce seront les dialogues exacts de Loki, d'après ma source. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre 259 de Block. Voilà, hâte de voir la suite du match et globalement la fin de l'arc. Bon, j'étais assez déçu sur l'arc par un point, le match contre le Uber. Après, je dis pas qu'ils auraient dû le perdre parce que bon, logiquement, bon, ils ont le meilleur attaquant en tant que coach, donc forcément que logiquement, bah, ils ont la meilleure formation. Mais bon, ça aurait quand même été plus mieux amené. Puis Lorenzo, voilà, il a été désamorcé sans être désamorcé. C'est bizarre. C'est bizarre cette histoire. Et voilà. Très de voir la suite. Et voilà. Et Block, c'est très cool. Et ne regardez. Je pense que. Bon, de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous regardez. C'est que vous lisez le manga, contrairement à l'animé. Donc, je vais vous faire une recommandation, mais elle n'aurait aucun sens. Ensuite, sous-rubrique, bah, on va parler du spin-off Nagi, l'épisode 22. Voilà, qui est un spin-off sympa. Même si le milieu en soi c'est un peu un scam parce que bah, tu les as vus les matchs de la troisième sélection quand il était avec l'équipe de Isagi et compagnie. Donc là c'est juste tu revois les matchs mais avec des plans différents. Il y a un dessin un poil différent même si le mec il copie assez bien le style de Nomura. Du coup bah c'est pas bah à ce stade du manga c'est pas très intéressant même si on a un peu le point de vue de Ryo et sa psychologie bien qu'elle soit assez bizarre. Je trouve que c'est un peu incohérent par rapport à ce qui était présenté dans le manga, mais c'est peut-être ouais, c'est peut-être que j'ai mal compris ce qui était dans le manga en mode Ryo devient un sombre enculé. Là, ils veulent un peu nous faire passer pour le gars, mais bon, qu'à bon fond, qui veut finalement voir Nagi percer, mais moi je voyais plus comme le gars qui avait le seum vraiment que Nagi l'ait lâché en mode ouais, sale merde, ouais, j'espère que tu vas flopper. D'ailleurs, ce qui est marrant quand on suit les événements actuels du manga, c'est que la relation Nagi-Ryo est une relation sacrément toxique. Voilà, le mec il le tège. Après, il revient le voir pour s'allier à lui. Non mais c'est honteux. Et Ryo, bah c'est le mec abusé, la meuf abusée, et puis voilà, il tombe dedans. Voilà. Relation toxique, Nagi l'ex toxique. Voilà, Nagi est masculiniste, Nagi est problématique. Nagi est malveillant. Oui, bon, bref, milieu du spin-off Nagi pas très intéressant. Le début, bah, en gros, c'est les origines de Nagi, donc c'est cool qu'on en apprenne plus sur lui. Là, ça devient intéressant ce tas du manga. Après, bah, après le match contre Rin, bah, on apprend ce qui s'est passé bah, au moment où ils ont recruté Zantetsu et Kyorajin, le fameux mec teasé, qu'on verra peut-être actuellement dans le manga. D'ailleurs, lui, j'en ai pas trop parlé, mais bon, je vois pas, voilà, je voyais pas quoi dire là-dessus. Là, vraiment, bah, depuis le chapitre 19, vraiment le spin-off, bah, il devient intéressant parce qu'on a du contenu inédit et du concret, voilà, et on apprend que... Bah déjà, ça remet en cause beaucoup de trucs concernant les formations des trinômes dans la troisième sélection, parce que oui, j'ai vraiment regardé la vidéo d'un mec sur YouTube qui avait théorisé de qui s'était mis avec qui et comment s'est formé les sélections et tout le bordel. Et moi, j'avais pensé que de base, Nico, genre l'équipe s'était formée de Nico, Zantetsu et Iori. Parce qu'à un moment, on voit les deux ensemble à la fin de la seconde sélection, mais. De la troisième sélection, je veux dire. Et non, et bah par surprise, bah ils se sont alliés avec un mec que on ne connaissait pas trop de base, qui est Iragi, mais.
Mais qui bizarrement, on sait pas pourquoi on en a pas parlé, on en a pas entendu parler plus tôt dans le manga parce que ce mec, en fait, c'était Isagi Nagi en un corps. Bah voilà, le mec il était complètement abusé. Donc ça, c'est un peu le risque de ce manga spin-off Nagi, c'est que ça va un petit peu invalider et enfin décrédibiliser certains personnages du manga et certains choix. Après, oui, forcément, faut que le mec il prenne des risques et. Enfin, l'auteur faut qu'il prenne des risques pour apporter du contenu inédit et intéressant et rendre les matchs cool parce que. En vrai, moi dans ma tête, ce que je voyais, c'est que je pensais que le trio Shigiri, Baro et Nagi, en fait, ils avaient roulé sur le reste de la sélection, qu'ils avaient recruté de. Bon, on prend lequel des moins merdiques de ceux qu'on a tabassé, bah vas-y, on prend Zantetsu, vas-y, on prend Kurajin. Donc voilà, le match se déroule. En fait, en gros, Iragi, bah, c'est un mec qui a des contrôles de zinzin. Et en plus, bah, grâce au tarot, il arrive à prédire. Après, je disais que c'était un petit mélange entre Nagi et Isagi, mais c'est pas vraiment vrai parce que Isagi, en gros, lui, il se bat sur du concret et finalement, il se. En gros, lui, il a une prédiction un petit peu du point de vue moteur de ce que savent faire les personnages, même si par la suite, avec la métavision esprit héroïque, ça a tendance à s'élargir. Mais en fait, Iragi lui a une prédiction de par les facteurs affectifs grâce à ses cartes de tarot. En gros, il peut déterminer la personnalité du gars et savoir plus ou moins dans quelle situation il va réagir comment et pourquoi et voilà et tout le bordel. Et aussi avec le DR du tarot, bon, il rentre dans leur tête. Par contre, ça me fume. En gros, le gars, on lui dit ouais, je sais pas, le gars il dit à une autre équipe vous voulez tirer des cartes de tarot? Ils lui font non. Le mec, il est foutu. Le mec, sa stratégie tombe à l'eau. Il est fichu. Donc voilà, il y a Iragi qui a fait sa vie. Donc comme je l'ai dit, lui c'est plus prédiction d'un point de vue de par les facteurs affectifs. Donc voilà, c'est un petit peu une manière différente de prédire, mais ça reste quand même de la prédiction. Il rentre un peu dans la tête des mecs. Et finalement, bon, il se fait surpasser parce que bon, les mecs se sont dit que vas-y, on va un peu jouer sur nos points faibles et les surpasser. Bon, c'est pas tant révolutionnaire que ça, voilà, il s'améliore. Barreau fait des passes, voilà, ça paraît incroyable. Même si j'avais l'impression que le personnage avait évolué sur ce point, mais non, faut croire que faire des passes, ça lui arrachait toujours la langue à ce stade. Donc voilà, bizarre, bizarre. Bon, finalement, bah, à la fin du match, on le savait. Bon, ils ont sélectionné Zantetsu. Mais ça paraît logique parce que moi, je me dis. Certains se diraient, bah ouais, vu qu'Iragi, comme elle est trop fort, pourquoi ils l'ont pas sélectionné lui? En fait, je me dis que bah, le trio Shigiri, Nagi, Baro. Bah là, ils se sont dit que bon, Iragi, il avait l'air d'un peu bégayer dès que tu contrais sa strat des tarots. Donc bon, c'était pas forcément un mec intéressant. Et Nico, bon, c'est le mec, je me pose toujours la question de comment il est arrivé aussi loin dans le bloc. Bah en soi en fait Iragi ça représentait un petit peu un mec s'il était rentré dans la formation bah il aurait pu bah indirectement ça aurait été lui le chef d'orchestre et qui aurait indirectement contrôlé l'ego de nos trois personnages et je pense que justement l'objectif de ces personnages là bah de par leur repêchage c'est de s'affranchir le plus bah, de Isagi d'avoir un mec bah, d'avoir un maestro du terrain donc je pense que voilà ça peut s'expliquer de cette manière là. Et finalement, bah, ça montre que les personnages voilà, ont des convictions, ont un ego inflexible, voilà, ils ne se laisseront pas contrôler par un mec qui contrôle le terrain. Puis même, en vrai, d'un point de vue technico-tactique, en soi, Zantetsu, je trouve qu'il est plus intéressant finalement. Parce qu'en soi, Iragi, Nagi, bon, c'est plus ou moins les mêmes joueurs, bon, deux joueurs qui contrôlent bien, voilà, c'est pas spécialement plus intéressant. Tandis que là, en vrai, tu fais quoi? Tu fais une formation, tu mets Nagi, Baro en haut ou en bas, bon, en gros, c'est une sorte de formation losange, voilà, t'en mets un des deux en haut ou en bas, t'inverses, bref. Et tu mets genre Shigiri Zantetsu en piston, voilà, pour faire de bons gros allers-retours et sprinter comme des zinzins de l'espace, comme des personnages de Sonic, voilà, Sonic et Shadow un petit peu. Puis ouais, je pense à mon avis, c'est la formation qu'ils vont mettre en place pour le prochain match. Et justement, on va parler du prochain match, car oui, on voit enfin Kurajin. Ce mec qui nous a été. En fait, ça avait depuis récemment qui nous a été teasé de fou en mode. On croyait qu'il allait rentrer contre la Juve dans l'Arc East League, mais non, en fait, c'est pris un stop à cause de Isagi. À mon avis, le mec, il doit détester Isagi, même ça nous est pas montré. À mon avis, s'il y a moyen qu'il puisse casser une jambe à Isagi, voilà, il le fera. Donc voilà, on découvre Kyorajin et c'est quoi son arme? Bah en fait, on savait déjà de par des databooks que son kiff c'était le breakdance en dehors du foot.
Mais je pensais pas qu'il l'utiliserait comme ça, donc en fait, de ce qu'on a vu, son arme, en fait, c'est qu'il a un équilibre de fou furieux, que le mec, il est impossible à faire tomber. Donc pour ceux qui ont la référence de High Shield 21, le manga, je précise, parce que pour ceux qui ont regardé que l'animé ne comprendront pas de qui je parle. Bah en gros, Yamato Takeru, le mec, une fois qu'il est lancé, tu peux pas le faire tomber, c'est ce qui faisait sa force. Donc là, je pense que l'arme de Kurajin, bah, c'est de par ses moves de breakdance, le mec, tu le fous par terre, bah non, il se relève en faisant des moves de mec des states un peu. Bah du coup, il peut se rééquilibrer, mettre des buts, je pense que ça a été ça sa force. Aussi, il est dit qu'il est léger sur les appuis, qu'il a l'air qu'il est assez vif. Mais à mon avis, pour moi, sa vraie arme, c'est que le mec, avec son équilibre, il peut tirer dans des positions assez improbables. Et de mémoire, à part Yagamaru, il n'y a pas eu trop de personnages comme ça. Non, vraiment, le mec qu'on a vu réellement tirer dans une position en mode tu te dis, mais comment. Ah non, en fait, le seul c'est Shido. Ouais, c'est un peu. Ouais, ça pourrait être ça un peu son arme. Mais c'est pas tout. Ouais, en fait, bon, pour l'histoire, c'est Kiora, il s'est gouré de terrain, du coup, il veut se taper avec Nagi en mode oh, t'as pris mon terrain. Voilà, il fait ça avec sa mèche ténébreuse là. D'ailleurs, c'est assez marrant avec Kyorajin, bah, c'est qu'il a complètement cancel l'animé, c'est-à-dire que l'animé lui ont donné les yeux rouges, alors que non, en fait, il a les yeux bleus pans. Voilà, il rip in peace à l'animé, bah, du coup, je trouve qu'il est beaucoup plus stylé. Bah, on l'a vu dans la couve du tome 29, je trouve qu'il est beaucoup plus stylé, alors que dans l'animé, je trouvais qu'il avait un look minable. Vraiment, comme quoi, un changement de couleur, ça fait tout. Ouais, parce que bon, il a un peu le look cliché du mec, hein. Je suis un mec sombre et ténébreux. Mais sauf que grosse surprise du chapitre, et je m'y attendais pas, et je crois personne s'y attendait, je vais vous expliquer pourquoi après, ben, c'est que Kyorajin n'est pas seul, il est avec un mec avec une langue de serpent dont on ne sait pas c'est qui, et on ne sait pas toujours c'est qui, donc a priori c'est un flop absolu. Mais il est accompagné aussi de Karasu et Otoya, alors là je suis surpris, désappointé. Pas désappointé, non c'est pas négatif ce que je vais penser. Mais j'ai pas trop les mots parce que, en vrai, Karasu. Moi, dans ma tête, je pensais que Karasu, Otoya et Yukimiya, ils venaient de la même tour de l'équipe V. Parce qu'en gros, pour l'histoire, on sait grâce à Iori que Iori, bah, il était dans la même équipe que, bah, lors de la deuxième sélection, il était dans la même équipe V que Karasu, Otoya. Mais de par le fait qu'à la fin de la troisième section, on voit bah, Karasu, Otoya et Yukimiya dans la même équipe, ce que je m'étais dit, ce que beaucoup s'étaient dit aussi, bah, c'est que le trinôme original c'était ça, et qu'ils ont roulé sur le reste de la section et qu'ils ont choisi au fur et à mesure. Bah ouais, même c'est étonnant qu'ils sont pas alliés avec Iori, qui a priori leur aurait fait des caviars de fous furieux. Bon, peut-être voilà, ils s'entendaient pas. Peut-être ils aimaient pas trop les schtroumpfs, voilà. Donc, étonnant de les voir ces deux-là. Ça veut dire que. Ouais, ça me fumait, il y avait vraiment des commentaires sur les réseaux, ça disait ah ouais, Kurajin il s'est donné. Parce que ouais, je rappelle que ces deux mecs sont censés être le top 3 et le top 4 du Blue Lock plus tard. Et je me dis que finalement, ces petits enfoirés, s'ils sont montés dans le classement du Blue Lock, c'est parce qu'ils sont passés un peu trop de temps en troisième sélection. Ce qui d'ailleurs, je pense, qui a fait que Nagi a fini à la 6ème place du Blue Lock. Ouais, je pense qu'en vrai, si Nagi avait directement passé à troisième sélection comme Isagi, je crois en termes de but, ouais, en termes de but, il serait resté au même stade que Bashira, hein. Je pense que Bashira lui aurait volé sa place et peut-être ces petits enfoirés ils sont restés plus longtemps en troisième sélection juste pour gonfler leur compteur de but. Donc voilà, bah, Kurajin a dû jouer le match de sa vie parce qu'on sait que par la suite ce sera lui qui aura été privilégié, alors sachant les armes des deux autres. Bon, l'autre langue de serpent, on connaît rien de lui. Enfin, de ce que je sais, peut-être ça a été déjà dit, mais je l'ai loupé. En soi, non, en vrai, Karasu, il est. Ouais, Karasu, son arme, sa conservation de balles, mais en vrai, sa vraie arme, c'est quoi? C'est que trash talk, ce mec, c'est un joueur de basket, voilà. Un mec qui utilise ses mains et qui fait que trash talk, j'appelle ça un joueur de basket. Voilà pour la petite boutade. Ish, ish.
Ouais, je me dis même Karasu et Otoya, ils auraient été plus intéressants peut-être dans la formation. Bah, dans le sens où Karasu, en fait, il aurait servi de gros pivot en mode ok, je conserve le ballon, hop là, j'envoie à Baro, hop là, j'envoie à Nagi, hop là, j'envoie aux deux pistons, Zantetsu et Chigiri. Mais après, on peut se dire que ouais, ils auraient suivi la logique de faire en sorte de sélectionner un joueur qui a un vrai ego, qui ait des couilles sur la table, quoi, qui soit pas là en mode ouais, je conserve le ballon, je me donne pour l'équipe. Bah, c'est pour ça qu'ils avaient pas pris Réo justement bah, au moment de seconde section et qu'aussi Réo, bah voilà, c'était juste un fils de riche qui se plaignait, voilà, qui était un ex jaloux. Par contre, Otoya, là j'avoue que je suis assez étonné parce que Otoya il nous a dit que son arme c'est son jaillissement vers l'avant et le fait que, bah, tel Kuroko dans Kuroko Basket, bah, il puisse se faire oublier assez rapidement donc bah, s'infiltrer dans la défense tranquillement. Mais ça nous est dit, bah, Isagi bah, aussi dit que c'est dû à sa vitesse donc ça aurait pu faire vraiment une équipe de supersonique en mode t'as, je sais pas, t'as Zantetsu, Shigiri et Otoya. Mais je crois que c'est le mec les plus rapides du Blue Lock en vrai, les trois. Peut-être, attends. Ah non, peut-être il y a Kurona, ouais, je crois que c'est ça son arme aussi, lui aussi il est rapide, il me semble. Donc ouais, bref, le fait qu'ils aient pas sélectionné ces deux joueurs par rapport à Kyurajin, bah, j'ai hâte de voir le match pour comprendre vraiment le cheminement et pourquoi ils ont pas été sélectionnés. Ou peut-être, ce qui est possible, bon, on voit que les protagonistes ils progressent et tout, ils évoluent. Possible que pour ces deux zigotos, Karasu et Otoya, bah ce soit le cas en fait. Bah non, en fait, non, bah non, pas du tout. Pas du tout, parce que Iori nous dit justement que ouais, on a roulé sur notre tour bah, grâce bah, au tandem Karasu-Otoya, plus lui, j'imagine, qui était un petit peu au centre, donnait des caviars. Donc non, donc ouais, c'est assez étrange. Et finalement, bon, ça nous révèle, comme je l'ai dit dans mes notes, que Karasu est une fraude, voilà. Palmarès, il ne fait que trash talk, voilà, contre le PSG, il a touché 3 ballons. Voilà, elle est dans un club frauduleux pour l'argent. Bon, les supporters du PSG, ça y est, vous avez mis mode dislike, voilà, de toute façon vous avez ragé. Non, en vrai, supportez quelle équipe que vous voulez, moi je m'en fous, voilà, faites votre vie. Voilà, je dis ça pour la boutade, voilà, c'est un petit peu l'esprit chambrage, voilà, ça y commence pas à le prendre trop mal. Même si honnêtement, ça me fait chier de vous caresser dans le sens du poil, donc voilà, prenez le seum si vous voulez prendre le seum, voilà, votre club qui a jamais gagné la Ligue des Champions. Voilà. Donc voilà, Karasu, Big Fraud, et on va conclure l'aspect Blue Lock là-dessus. Karasu, rentre chez toi, on ne veut pas. Comment t'as fini troisième du Blue Lock, on sait pas. Voilà, le Messi Daomori, il mérite sa place. Ah non, d'ailleurs, j'ai un petit truc avant de terminer, conseil du jour. Si vous avez un mec qui est en train de découvrir Blue Lock, faites-lui croire un truc en termes de spoil. Faites-lui croire que, le Messi Daomori, c'est un mec trop chaud et qui fait des dingueries. Après, quand il sera un jour dans le manga, il se dira mais attends, mais il est où le Messi Daomori, tu te fous de ma gueule. Donc ça peut être très marrant. Ouais, parce que, ouais, il y a quelqu'un que je connais, il y a un de mes proches bon, qui a découvert Block. Et deuxième prank à lui faire, c'est de lui faire croire que Nagi va être éliminé par Thierry Henry. Non, en fait, pour anecdote, bon, en gros, il y a ma soeur qui a découvert Block. Et bon, elle est, voilà, c'est... Nagi, son personnage préféré, pour la troll, je lui ai fait croire qu'en mode, ouais, en gros, avant le match contre U20, il y a une épreuve spéciale en mode ils doivent affronter Thierry Henry qui en réalité est une joueuse pro de l'équipe féminine. Du coup, elle est trop forte. Et en fait, son arme, en fait, j'ai fait un petit peu un mélange de vrais trucs et de trucs imaginés. C'est que son arme, genre en un coup d'œil, elle peut copier les techniques des autres et du coup, elle peut faire des mélanges de techniques. En mode, du coup, je lui ai fait croire de ouais, en fait, elle a mélangé le style de Nagi et le style de Bashira, du coup, pour les éliminer du Blue Lock et voilà. Ouais, peut-être qu'il y a que moi que ça fait rire, mais en vrai, essayez, expérience sociale, essayez de faire ça, ça peut être très drôle. Pour le truc du Messi d'Amori, c'est avéré, ça va vraiment faire. Ou peut-être vous allez perdre une amitié à cause de ça, mais au pire voilà, c'est risque à prendre, c'est vraiment trop drôle. Maintenant, voilà, pour aller être dans le terme héroïque, nous sommes dans My Hero Academia, donc là je vais aller assez rapidement là-dessus. Pourquoi Parce que bon, l'animé j'ai arrêté de le regarder parce que bon,
Comme l'ont dit certains même Twitter ou j'en sais rien sur tous les réseaux, le plus gros meurtrier de My Hero Academia, c'est bien le ciel bleu de chez Bones. Voilà, vraiment tu lis le manga, l'arc de la guerre, tu lis dans le manga, tu regardes l'animé, tu dis mais attends, mais pourquoi je regarde la version YouTube Kids de l'arc là? Mettez-moi la vraie version là, s'il vous plaît. Donc ouais, ça participe à édulcorer le manga et un petit peu le faire passer pour un manga pour gamin, hein, faut dire les choses. Même si oui, le public cible de Anime My Hero Academia, on a bien compris que c'était des gosses de 8 à 13 ans, mais bon. Ah, essayez un petit peu de faire monter la tension, un petit peu de respecter les intentions de l'auteur, que diable. Donc à part ça, bah même le manga, bah il m'a déçu sur un point, voilà, je vais vous le dire. L'arc final, il commençait très 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 bien. Voilà, le match, putain le match, voilà, je suis trop matrixé par Blue Lock. Le combat Shoto Crématorium, très bien. Les débuts d'affrontement, très bien. Voilà, très bien. La potentielle mort de Bakugo, là, ça aurait été un classique. Ça aurait été un moment marquant du manga. Ça aurait montré que l'auteur porte ses couilles et que finalement, bah voilà, tout le monde peut canner dans cette guerre, à part bon les. Oui, je sais qu'il y a des morts, mais vas-y, c'est des personnages secondaires, voire tertiaires, voire quoi, j'ai même pas des termes tellement ça n'existe pas. Tu peux pas être plus bas que tertiaire, donc que des protagonistes peuvent mourir, voilà, ça aurait pu montrer ça, mais non, ils l'ont pas fait. Parce que Horikoshi a perdu ses coucougnettes. Bon, deux options. Soit elle a perdu ses couilles. Option 2, il s'est mangé des coups de pression de ses éditeurs et de la Shueisha qui l'ont dit la conne de Taras. Dans tes sondages de popularité, Bakugo il est top 1. Tu vas pas nous faire mourir le personnage préféré des fans. Et à mon avis, ça a dû. Franchement, je pense que ça a dû jouer. Donc, respect à Horikoshi, bah, s'il s'est fait mettre un gun sur la tempe par ses éditeurs pour faire ressusciter Bakugo, parce que là on parle de résurrection, ça y est, ton cœur il est en lambeaux, tu meurs. C'est pas parce qu'un mec. Comment. Non, mais déjà, faut qu'on en parle. Un super-héros qui est blessé, qui peut se transformer en papier et te coudre le cœur, normalement, si t'es réaliste, t'as des infections de partout parce que le mec, au préalable, il est blessé, il s'est pris des patates de Shigaraki. Donc, voilà, là, c'est pas le petit Covid. Putain, non, ça va être trop complotiste de dire ça, mais c'est pas. Voilà, c'est ta tétanos, sida mélangé. Et t'as le Covid troisième forme. Donc normalement tu meurs, voilà, voilà, prétexte à la con pour faire en sorte que non, bah Kugo il meurt pas. En plus sa mort elle était héroïque, elle était bien, tu vois, il a eu son moment stylé, il a eu son power-up final en mode. Ouais le mec c'est tellement un taré dans sa tête qu'il utilise son alter d'explosion bah, pour s'exploser, genre c'est. Pour se faire exploser son sang, et genre c'est une technique dangereuse et. Ça aurait fait un petit peu, comment ça s'appelle bah ça avait une technique de dernier recours et de dernier espoir finalement qui aurait pu permettre à Izuku, bon, ça aurait peut-être fait cliché sur le papier, mais je pense qu'Orikoshi aurait fait en sorte que ça soit plus subtil dans le mode bon, si Izuku voit que finalement il n'a pas pu sauver ce qui est a priori son meilleur ami, que ça le fasse sombrer un petit peu dans un doute de est-ce que finalement il est apte à être un super-héros et à sauver tout le monde, mais que non, finalement il peut être apte à être un super-héros parce qu'il arrive à sauver Shigaraki, et voilà, et ça aurait fait une évolution de personnage très intéressante. Et un instant de doute vraiment très cool, en plus de créer un moment marquant, voilà, de tuer Bakugo, voilà. Dans le jump, ça n'a jamais été fait de faire en sorte qu'un personnage si important meure. Pas jamais été fait, j'abuse, il y a forcément des cas qui. Oui, il y a des cas, je suis bête, moi. Mais vraiment, non, vraiment, tuer Bakugo, ça aurait été le point culminant de cet arc, mais non, non, voilà. Et je vais pas vous mentir qu'à partir de ce moment-là, bah ça m'a éteint. Voilà, j'arrive plus à traiter les chapitres indépendamment, à les apprécier indépendamment. Voilà, c'est. Comme on dit, le tout n'est pas la somme des individualités. Alors, j'ai massacré la citation de base, mais en gros, ce que ça dit, c'est que peut-être tes trucs imparents, ils sont bien. Putain, attendez, je vais le dire bien. Même si tes éléments individuellement, ce sont des classiques, si lorsque tu les mets ensemble, ça matche pas, bon, bah, ça reste nul. Voilà, c'est comme me dire. Oui, mais Fairy Tail, t'es bien à tel arc. Je sais pas, je prends un exemple d'un truc que j'aime pas vraiment, donc pour illustrer, mais bon, ça peut être n'importe quel manga, que vous appréciez plus ou moins. Bah, si l'ensemble est pas bon, bah il est pas bon à un moment, on va pas dire.
Ouais, c'est nul, mais ça c'est bien, parce que bon, je vais encore tacler le PSG, de toute façon ça me fait trop plaisir de tacler ce club, et oui j'ai de la rancune maintenant vers le PSG, vous comprendrez quelle est mon équipe favorite. Sinon, le PSG dans la saison 2021-2022, je crois, c'est là où vous avez Messi, Neymar et tout le bordel, bref l'équipe All-Star, bah ils auraient gagné la Ligue des Champions, et non, ce n'est pas le cas. Donc voilà, l'important, c'est qu'il y ait une alchimie, et l'alchimie entre les chapitres, on n'y est plus, parce qu'il y a un chapitre qui a flop, et qui s'est dit tiens on va ressusciter Bakugo et puis voilà puis ça m'a complètement éteint comme je l'ai dit. Peut-être il y a des moments un peu stylés même si là j'ai envie juste de dire ah Hirokoshi finis ton putain de manga ça y est t'as fait un bon taf. Izuku est un très bon personnage même actuellement ça reste un personnage très cool à suivre et très appréciable voilà ça fait kiffer de le voir en difficulté mais toujours avoir son regard déter de gros malade mental en mode non je me battrai toujours. Je trouve que ce personnage a été critiqué un peu trop injustement en mode. Parce qu'en fait, il pleurait un peu trop pour certains au début de la série. Bon, je pense que les mecs, tu les mets dans la même situation que Izuku, ce qu'il a vécu. Les mecs, ils se tirent une balle dans les 3 frames. Donc voilà, ça. Voilà, ça fait les bonhommes. Mais bon, ça, c'est un vrai bonhomme. Voilà, c'est un mec qui, malgré ses faiblesses, évolue. C'est un petit peu le message du manga. Voilà, tu peux. Finalement, le vrai héros, c'est celui qui a conscience d'être une petite merde, mais justement qui s'affranchisse de sa condition de petite merde pour être quelqu'un de. Quelqu'un qui prend des risques et qui fasse des actions miraculeuses et qui finalement sauve l'humanité, voilà. Attendez, je vais me moucher. Et je répète encore une fois, si ce titre s'appelle La Review Cassos, ce n'est pas pour rien. Ouais, ça m'a complètement éteint du manga. Ah oui, aussi, concernant le chapitre 420 et 419, vas-y. Le coup du All for One, en fait, il avait tout prévu depuis le début de faire de Shigaraki un méchant pour en fait finalement le manipuler par la suite. Finalement, en fait, ça avait un petit peu contredire l'évolution de Shigaraki, je trouve, et ce qui est très dommage. Je vais développer après. Et bien, je trouve que cet aspect de méchant de shonen en mode j'ai tout prévu depuis ta naissance jusqu'à ta mort. Ça va un peu trop méchant de Naruto à partir de Obito, je crois. Ouais, c'est à partir de Obito en mode. Où c'est en mode eh oui, en fait, j'ai manipulé l'antagoniste précédent pour qu'il m'aide à remplir mes objectifs. Et puis en fait, et non, en fait, c'était un autre, c'était Madara qui manipulait Obito. Et non, en fait, c'était le Zetsu qui manipulait Madara. Et non, en fait, c'était Kaguya qui manipulait Zetsu pour je sais plus quoi. Je m'en souviens plus de la fin de ce manga. Voilà, catastrophique. À la fin de Naruto, ça tout le monde le sait. Et puis, je suis pas trop. Après, ouais, ça rappelle peut-être un peu Aizen, mais sans l'aspect subtil. Et puis, même, je suis pas trop fan de cet aspect-là de en mode. Eh oui, en fait, tout était planifié. En fait, le fait que tu trébuches à la frame 1, c'était planifié. Je trouve que ça vient un petit peu, ça vient un petit peu rendre grotesque certains antagonistes de manga, de faire en sorte qu'ils aient vraiment tout prévu à la base. Donc voilà, je suis pas trop fan de cet archétype. Mais après, là, c'est assez subjectif. Mais il est vrai que pour le cas de All for One, ça vient contredire, comme je l'ai dit, le développement de Shigaraki, dans le sens où Shigaraki, en fait, c'était le miroir de Izuku. Bon, ça, voilà, j'apprends ça à personne. Izuku évolue, se développe pour devenir un super héros, là où Shigaraki évolue, se développe pour devenir un super vilain, ou un super méchant, on va dire un antagoniste, parce que vas-y, super vilain. Ouais, t'as vraiment l'impression de regarder un truc Targuli. Et finalement, là où, au final, Izuku arrive à s'affranchir de All Might et devenir lui-même un super-héros et un symbole de la paix, ce qui était logique pour Shigaraki, c'est que justement, en effaçant la conscience de All for One en lui, c'est qu'il s'affranchisse de All for One et qu'il devienne lui-même un antagoniste. Là où All for One, il voulait être un antagoniste pour contrôler le monde un petit peu, j'imagine, pour le kiff, parce que, en soi, le fait qu'il n'y ait pas trop de justification sur ce point, c'est pourquoi pas. Je suis pas contre les motivations d'All for One. En fait, il nous est présenté comme, depuis gosse, comme un mec qui veut juste, qui veut tout, qui veut dominer. Donc je trouve ça assez intéressant, tu vois, d'avoir des antagonistes qui sont pas forcément
Ouais, qui sont pas forcément nuancés dans un sens. C'est pas forcément un point négatif parce que, ouais, il y en a qui ont trop tendance à croire que si un bon antagoniste est forcément nuancé. C'est pas le cas. Freezer, Dio Brando, pour eux, la nuance est Harlem, mais ce sont des antagonistes cultes. Et désolé, j'ai gratté le micro. Et non, je m'excuse pas parce que ça review Cassos. En soi, Dio Brando, c'est un antagoniste pas du tout nuancé, mais qu'est-ce qu'il est bon dans son rôle. Et finalement, en fait, ça nous montre que de base, le mec, il a des problèmes dans sa tête. Oui, bah oui, dans la vie, ça existe des gens qui ont juste des problèmes dans leur tête et qui sont juste malveillants de naissance, hein. Faut l'accepter, voilà, c'est pas... Ouais, c'est un peu Naruto qui a inventé cette mode de... Faut forcément que ton antagoniste soit nuancé pour qu'il soit bien, voilà, du coup, ça crée des œuvres comme Black Clover. Attends, quoi? Oula, j'ai tendance à mettre des tacles à la gorge un peu trop gratos. Je fais même pas exprès. Donc voilà, cet aspect aussi de All for One, et non, en fait, j'avais tout prévu, ça y est, vas-y, ta grand-mère meurt, voilà, c'est bon, t'es resté à l'état de bébé. Puis même la métaphore de fait de All for One qui termine en étant un gosse, tu vois, qui juste pleure finalement, ça montre peut-être que finalement ses ambitions sont juste des ambitions d'un gosse. Et ouais, ça peut partir d'un truc philosophique, d'un délire de ouais, ses ambitions ne valaient pas mieux que celles d'un gosse de 8 ans sans maturité, pour un mec qui se voulait mature et sombre, voilà. Finalement, ça vient un petit peu décrédibiliser les ambitions d'All for One, mais sans les trahir. Enfin, je sais pas si je me suis bien fait comprendre là-dessus. Mais en gros, le fait de faire revenir All for One dans la conscience de Shigaraki, ça y est, il n'y a pas besoin de prolonger ton manga 3 milliards d'années encore une fois. Le manga aurait pu se terminer comme ça en mode voilà, Izuku il sauverait Shigaraki, voilà, c'est super. Et aussi, oui, Izuku perd ses bras, mais on n'y croit pas, voilà, j'y croyais pas au chapitre précédent. Pourquoi il y a deux facteurs? Parce que déjà, on apprend que Shigaraki, bah, en fait, son vrai alter, bon, qui lui a été mis en place, bah, c'est pas que la destruction, mais c'est aussi la création. Donc je m'étais douté que peut-être le vrai pouvoir de Shigaraki s'éveille et que finalement bah, il a un pouvoir de création aussi, je sais pas, en mode d'une main il construit, d'une main il détruit, donc un petit peu un pouvoir divin. Vous avez vu la philosophie. Sartre, Kant, Épicure. Bah, ça balance des blazes au pif. Bah ouais, déjà, ça aurait été la première solution pour retrouver les bras Izuku. La deuxième solution, bah, c'est qu'un personnage qui s'appelle Eri qui fait rembobinage, et justement, ce qu'on découvre dans ce chapitre, bah oui, Eri bah, va utiliser sa corne pour remettre en place les bras de Izuku, et puis voilà, hein. Après, je sais plus trop, je vais pas vous mentir que là, j'ai un trou de mémoire de si rembobinage, ça annule les effets futurs de l'action, dans le sens où est-ce que si on rembobine les bras de Izuku en ce moment, ils vont pas se repéter pour qu'ils se repètent. Donc voilà, bon, même s'il y a ça, comme j'ai dit, il y a le Kashigaraki, et même dans le pire des cas, bon, vas-y, dans l'épilogue, on voit Izuku avec deux bras mécaniques, voilà, avec sa pote, la mécanicienne dont j'ai oublié le nom. Voilà, au moins, elle fait un feat en mode, je sers à quelque chose dans l'épilogue, Bon, si on voit Izuku perdre son alter, bon, ça, j'ai envie d'y croire. J'ai au moins envie de croire à ça, parce que, vas-y, ce manga, il me déçoit sur beaucoup de points, mais j'ai au moins envie de croire à ça, en fait, que Izuku, bon, doit se séparer de son alter malgré lui, et qu'on voit que ça lui déchire le cœur. Parce que oui, toute sa vie, il a rêvé d'en avoir un, voilà, il a pu en avoir un, mais le fait qu'il doive se détacher de ce qu'il a le plus chéri. Mais en fait, c'est pas vraiment ça, c'est que ça montre que finalement, le fait d'avoir un alter était plus, comment ça s'appelle, une condition. En fait, c'était vraiment plus un outil dans son ambition d'être un super-héros numéro un que le fait d'avoir un super pouvoir en soi. Et là, ça prouve que Izuku est un mec vertueux et bon de nature. Et ouais. Voilà, ça, c'est du développement. Voilà, Izuku, c'est un bon personnage. Pourquoi on le déteste? Je ne comprends pas. I don't understand. Ouais, bon, j'espère qu'il va vraiment se détacher du All. Putain, pas du All, là. Du One for All. Bah, pour en faire, dans l'épilogue, j'imagine un super-héros à la Batman qui se bat avec des outils qui imitent les facultés de ses alters précédents. Fouet noir, bon, c'est facile, tu crées des grappins. Pour les trucs flottement, bon, tu crées des jetpacks, j'imagine, ça se fait assez facilement dans l'univers de My Hero Academia. Bon, après, le concept de fudging, pour le numériser, c'est assez compliqué. Genre, le bordel, c'est de la pliométrie. Ah bah si, en fait, ouais, tu crées des muscles. Non, je sais pas. Bon, bref, il se démerdera avec la technologie, voilà. On est dans le futur, voilà, il saura se débrouiller.
Donc bref, pas trop d'attente dans ce manga. Bon, je traiterai quand même les chapitres si jamais il y a des fulgurances, mais bon. Ouais. Malheureusement, bon, la fin du manga a été gâchée par la fausse mort de Bakugo. Voilà, next. Maintenant, on peut passer à One Piece. Alors, concernant One Piece, ça fait une belle transition concernant les fausses morts parce qu'il faut savoir que de base, la fin de l'arc Wano Kuni, mais il m'a déçu à mort, bah, dans le sens où justement, bah, il y avait pas assez de morts. Voilà, il y a 3 morts dans le manga, il y a 2 samouraïs, Ashura Doji, putain, comment ça s'appelle Izo, le mec avec ses flingues. Et Hawkins, le mec épouvantail dont tout le monde s'en battait les couilles. Mais après, bon, je dis pas qu'il faut forcément que ce soit des personnages appréciés qui meurent. Si le auteur voulait faire mourir ce personnage, ok, mais sa mort est tellement anecdotique qu'en mode. Il n'y avait qu'un mec qui avait 1% de chance de survie. Et en fait, c'était moi. Voilà. Sa mort est insignifiante. Voilà, je sais pas, genre tu tapes contre 2 empereurs, Kaido et Big Mom, que t'aies pas de vraies conséquences, c'est assez chaud. En fait, pour moi, vraiment, tous les fourreaux rouges auraient dû canner sans exception parce que Kinemon qui meurt pas vraiment, parce que. Ah bah non, en fait, Trafalgar Law il m'a mal recollé, mais. Ouais, si. Je sais que. Non, il y en a certains qui interprètent mal un. Comment ça s'appelle Une déclaration de Oda qui disait que sa grand-mère lui avait dit. Que en fait ouais, qu'il ne devait pas prendre la mort à la rigolade et du coup c'est pour ça qu'il disait qu'il ne faisait jamais dire à Luffy de ouais je vais le buter lui. Mais il va plutôt dire de ouais je vais massacrer Arlong, je vais massacrer qui que ce soit, tous ses ennemis, bon bref vous avez compris l'idée. Donc c'est pour ça qu'il y a une volonté de Oda de pas forcément faire en sorte que Luffy tue les antagonistes. Non la vraie déclaration ce qu'elle dit c'est qu'il n'y a pas une volonté de faire en sorte que Luffy veuille tuer les antagonistes. Il y en a certains qui l'ont interprété un peu trop rapidement pour justifier le fait qu'il y ait peu de morts dans One Piece, dans mode oui, Oda veut pas faire mourir ses personnages, on reste pas à sa grand-mère. Bon, même si c'était ça, la limite, ok, je veux bien que tu respectes ta grand-mère, mais un peu de subtilité, que diable, dose, je sais pas. À un moment, tu te prends un trou dans le bide, bah tu meurs, je suis désolé, voilà, c'est comme l'autre Bakugo, voilà, il se fait réparer le cœur par un mec qui a des blessures, normalement, tu te chopes une infection. C'est le mec chiant, hein, avec avoir du surréalisme en mode. Non mais voilà, je suis désolé, au moins il n'y a pas assez de morts dans Arc One Kuni, voilà, ça m'a beaucoup déçu. Aussi le cas Yamato, bon j'en ai dédié une vidéo à cet imbécile là. Envie de chipper mais je n'en ai pas la faculté. Et le seul point positif, bah, c'était l'éveil du Gear 5, bien qui crée certaines bizarreries en termes de cohérence, dans le sens où, ok, on sait que le Gorosei, un ennemi ultime, il s'appelle Nika, a priori Joy Boy, c'est un mec élastique qui peut faire tout ce qu'il veut. Je pense que quand tu vois un gars élastique se balader dans la nature qui fait un peu des conneries contre le gouvernement mondial, je sais pas, à tout hasard, bah, mettre le bazar à Inès Lobby, je pense que au minimum t'envoies un amiral au minimum. Voilà, si au pire t'interviens toi aussi. Et on sait que surtout les doyens avaient la capacité d'intervenir. Bon, ça on y reviendra plus tard. Donc voilà, enfin, Wano Kuni, je pense que ouais, la grosse déception de One Piece, bah, ouais, je pense que c'est vraiment le seul vrai faux pas du manga, hein. Ouais, je peux le dire. C'est pas, je peux le dire, si je veux le dire, je le dis, hein, c'est. Ouais, ça, déjà, le début de l'arc, bon, tu peux vraiment cut un tome complet, tu t'en passerais, vas-y, la mise en place est trop longue. Certains combats sont ellipsés pour mettre en avant d'autres événements trop random, voilà, bizarre. Certains combats sont rushés paradoxalement malgré la longueur de l'arc, donc bon. Comme j'ai dit, voilà, palmarès, ouais, c'est l'apparition du Gear 5, malgré les problèmes que j'ai évoqués, voilà, c'est un power-up assez intéressant qui se détache des mangas en mode. Ce qui est bien, c'est que ça fait un pied de nez. Bon, après, ça je m'en fous, le fait que ça fasse un pied de nez à ceux qui s'imaginaient un Luffy sombre en mode Gear 5, en mode ouais, je suis sérieux, comme tous les mangas de base. Finalement, le fait que Luffy, ça soit un mec qui s'en batte les couilles de Luffy pendant son power-up, bah c'est assez fort. Et bon, faut le dire, Luffy en Gear 5, il a pas de concurrence dans le manga game, voilà, il n'y a pas de. Luffy contre Goku, bon maintenant c'est Luffy qui le gagne, voilà, il a la force Looney Tunes sans lui, voilà, est-ce que Goku peut faire ça? Non.
Certains disent, ouais, bah Goku il peut l'amener dans l'espace, Luffy, et du coup Luffy pourra pas respirer. Bah non, Luffy en fait il se crée un scaphandre avec les étoiles, tu sais. Luffy il peut faire tout et n'importe quoi, donc maintenant il est un peu intouchable. Bon, on va revenir sur plus tard le problème que ça pourrait créer. Là, je serai ouvert au débat, donc vous donnerez votre avis. Ensuite vient l'arc Egghead, bah, qui est très bien, qui a bien commencé, voilà, c'est un arc sympathique. On développe Vegapunk, voilà, on le découvre. Bon, vraiment, je m'attends. Ouais, parce que ça, le truc avec Oda, c'est que genre, il te tease des ombres, les personnages, ils ont une tronche, elle a rien à voir avec les ombres qui ont été teasées, parce que Vegapunk, à la base, il y avait qu'une seule image qui tournait de lui, c'était en mode, il avait des gants en latex, vous voyez de quelle image je parle. Mais vraiment, il avait pas une tête, avoir un gros crâne comme ça, donc bon. Après, oui, bon, on a l'habitude d'avoir des personnages au look atypique, et voilà, on s'attendait pas non plus à avoir un personnage trop. Peut-être certains s'y attendaient, mais bon, c'était pas spécialement nécessaire d'en faire un scientifique trop sérieux, en mode, oh, je suis Vegapunk. Voilà, en faire un scientifique fou. Bon, on va alors qu'il est sympa, un peu de complot. Bon, Rablucci qui se fait rouler par tout l'équipage, vous voyez, il se fait rouler par Luffy, il se fait rouler par Zoro, et même d'après mes sources, il s'est fait rouler par Usopp. Et oui, il lui a teabag dessus, il a tapé une lance Fortnite sur son cadavre. Donc voilà, ça crée un peu de tension, un peu de complot à base de ouais, un satellite de Vegapunk en fait se rebelle contre lui parce que enfin, elle veut être un dragon céleste. Donc ouais, bah, en fait ça, ouais, ça personnifie complètement bah, l'aspect sombre de Vegapunk qui était prêt à se faire voilà, l'aspect sombre de Vegapunk qui était prêt à accepter la corruption. Voilà. Les autres, le reste de Vegapunk, non, se bat contre la corruption. Donc finalement, c'est un petit peu un combat interne face à Vegapunk. Enfin, pour Vegapunk. Et ouais, ça fait réfléchir. Donc l'arc il était sympa, bon, même s'il y avait quelques chapitres, ils étaient un peu longs, mais bon, on pardonnait, c'était pas aussi mauvais, je pense, que la fin de l'arc Wano Kuni. Puis ensuite vient l'apparition de Sainte Jay Garcia Saturn, et ouais, je vais respecter son blaze parce que dès qu'il est apparu, il y a eu un changement d'ambiance incroyable. L'arc putain, c'est imprononçable ce nom. Bref, vous avez compris, l'arc en cours, bon, il avait un petit peu une ambiance un petit peu genre américaine, cartoonesque, début des années 80, voilà, une ambiance assez sympa, bon, même s'il y avait un peu un complot, un peu brosson, mais c'était pas aussi terrifiant que l'apparition de Saturne. Parce que faut qu'on en parle, le mec, vraiment, il dit ok, tous les pacifistas, vous arrêtez, donc on comprend que le doyen va intervenir, donc déjà tu dis, ah ouais, un doyen va intervenir pour la première fois de One Piece, parce que ouais, parce qu'à chaque fois, ces enfoirés, on le voyait assis là, comme ça, à faire. Oui, non, c'est pas bien. Il fait parler de lui, ce chapeau de paille. Qu'au passage, on aurait pu l'éliminer parce que c'est potentiellement Joyball. Non. Bon, bref, il y a Saturne que voilà, bah, de toute façon, les doyens nous ont été teasés, on en attendait pas mal. Même si moi, à un moment, je commençais à penser à me dire qu'avec l'introduction des chevaliers divins, bon, ça aussi, c'est un problème de l'arc Wano indirectement, bah, c'est que le fait qu'on introduise trop de trucs. Ouais, Chevalier Divin, faut pas les introduire maintenant, fallait jamais les introduire ou tu les introduisais beaucoup plus tôt. Bon, bref, ça c'est la parenthèse. Bon, je me dis avec tous les potentiels adversaires pour l'équipage, à mon avis, les Gorosei, en fait, ils avaient plus un rôle de représentant politique que de réels adversaires combattants comme on aurait pu voir dans des mangas shonen plus classiques. Parce que je me disais, bah, de par leur âge et bah, de par le fait qu'ils soient complètement soumis à Im, ouais, ça, je les voyais plus comme des exécutants bah, de la volonté de Im. Mais bon, finalement, bah, ça se révèle être des combattants, mais pas n'importe quel type de combattants, parce que ce sont des horreurs. Voilà, le mec, tu le vois sortir d'un cercle satanique, ça fait peur. En plus, tu vois son apparence terrifiante, genre c'est un mi-taureau, putain, mi-taureau araignée. Ouais, bon là c'est, voilà, ça fait depuis 1 heure que je tourne, donc la fatigue intervient, mais on reste solide parce que ça arrive Cassos, mais solide. Donc voilà, l'apparence de Saturne est complètement immonde, mais immonde au sens positif du terme, c'est-à-dire que bah, ça inspire la terreur, voilà, tu vois ça, t'as peur. Et à mon avis, il y a moyen que tu sois un gosse de 8 ans ou un peu impressionnable, et il y a moyen qu'il traumatise des générations, ce petit c'est un Jay Garcia Saturne, cet enfoiré là. Ouais, donc inspiration du Yokai Gyuki, bah, qui est un taureau avec des pattes d'araignée. Déjà, tu vois la gueule du yokai, tu te dis, ah ouais, punaise, comment tu peux imaginer cette horreur?
Donc bref, apparition de Saturne, frame 1 il apparaît, il bute un personnage, donc comment vous dire que dans One Piece on est en mode ah ouais, ah ouais le mec n'est pas pour rigoler, c'est... Bon après ce qui est un peu ridicule c'est qu'il tue un personnage de son propre camp, donc on peut dire que c'est un CSC, et oui donc Saturne fait des CSC. Et par la suite il y a le flashback de Kuma, bon voilà émouvant tout ça, rien à redire là-dessus. Je pense que Kuma est passé du personnage le plus haï du manga à le plus apprécié du manga en l'espace d'un flashback, donc ça c'est miraculeux. Et aussi, ça représente bien l'aspect de finalement endurer la douleur au sens figuré comme au sens propre pour les autres et être prêt à... Bah, être prêt à ne rien laisser paraître, mais quand même souffrir, souffrir fort. Donc voilà, très bon personnage sur ce point. Très émouvant, voilà, il met une patate à Saturne. Mais bon, là, ça révèle un petit problème de Saturne, c'est que finalement, voilà, ça parle, ça parle. Mais son ratio de kill, il est assez minable. Voilà, Palmarès, ouais, il a mal regardé les gens. En fait, ouais, Saturne, c'est un peu un cassos de cité, voilà. Il te regarde mal, mais c'est pas se battre, tu vois. Genre, le cassos qui sait pas se battre. Encore, il y en a, ils savent se battre, mais lui, non, c'est juste, regarde mal, il fait. Eh, vas-y, casse-toi. Eh, vas-y, casse-toi. Pas son iPhone. Voilà, il a tenté de mettre des coups de patte, mais bon, ça a pas trop marché. Et ce qui est aussi assez bizarre avec bon, les doyens et Saturne, c'est qu'il passe en forme hybride dans sa deuxième phase, donc ouais, parce que ça, les Zoan nous ont toujours été vendus comme étant des personnages qui étaient plus puissants en forme hybride qu'en forme animale ou humaine complète. Donc c'est bizarre qu'il passe en forme Zoan complète, qui est bien horrible vraiment, mais je trouve qu'il a une gueule à faire des cauchemars, je vous jure. Non mais vraiment, j'y pense. L'apparition des doyens, si ça arrive dans le live action One Piece. Ah non mais faut voir ça. En termes de budget, je pense qu'ils vont péter leur crâne, mais vraiment c'est réussi. Bon. Et il y a potentiel à faire de l'arc Egghead un arc film d'horreur, je rigole même pas. Donc bref, ça tourne finalement qu'un ratio assez ridicule. Donc voilà, naturellement, chez nous les lecteurs, bon, on se dit, bon, finalement, les doyens, c'est un peu des petites merdes. Ouais, Saturne, c'est la petite merde. Sauf que non, voilà, il y a Vegapunk qui veut faire leak le siècle oublié, ce malade mental, parce que oui, finalement, Saturne a quand même réussi à buter un mec du camp adverse qui était Vegapunk, mais bon, a priori, il avait tout prévu, parce que oui, il s'est dit que, ok, si on me bute à ma mort, je fais leaker le siècle oublié. Donc voilà le gouvernement mondial là qui panique en mode oh putain, ok on va mettre en place on va tout mettre en place pour pas faire leaker le siècle oublié. Et c'est pour ça que Saturne bah, envoie le doyen puis envoie le reste des doyens qui ont aussi des formes terribles, terrifiantes, immondes mais au sens positif du terme. Et même bon pour faire un parallèle avec Pokémon parce que oui c'est un peu ma spécialité sur mon autre chaîne mais ça vous le savez peut-être. Quand tu vois la gueule des designs des doyens, ça pourrait faire de très très bons designs de Pokémon, notamment bah, Saturne en forme Zoan, ça pourrait faire un bon Pokémon. Warcury le facochère, bah, il pourrait faire un bon Pokémon, même si je trouve que là pour One Piece et comparé aux autres doyens, il fait moins peur. Il a un peu trop cet aspect cartoonesque, bon même si on a compris que Oda c'était son délire, bah, c'est même son style de dessin. Oui, je sais qu'il a toujours dessiné les animaux avec des traits très cartoon, bah, comme on peut le voir dans certains Disney, mais je pense que Saturn aurait mérité un look un peu. Pas Saturn, Warcury aurait mérité un look un peu plus terrible. Bah, si vous voyez, bah oui, je pense que tout le monde voit la référence. Un petit peu comme certaines formes de Ganondorf, tu le remixes un petit peu, tu mets la tête, tu le mets en quadrupède. Il y aurait eu moyen de faire un truc vraiment terrible et vraiment, vraiment sale. Après, bon, Jupiter qui est un ver de terre, voilà, je pense que lui, il doit avoir le seum. Je pense que c'est pour ça qu'il a envie de raser l'humanité, il en a marre, il se dit putain, j'aurais pu être n'importe quoi d'autre, mais non, je suis un ver de terre. Ouais, d'ailleurs, on sait pas encore si les doyens ont mangé des fruits du démon ou si de base ce sont des créatures démoniaques qui ont pris forme humaine. Parce que. Non, parce que le fait qu'ils sortent des cercles depuis des cercles sataniques, ça qu'on en parle. C'est. Comment t'expliques ça? Peut-être que finalement, ouais, le terme fruit du démon, bah c'est pas pour rien que finalement il existe. Bah finalement, ce serait eux qui seraient à l'origine des fruits du démon, peut-être dans le sens où ce seraient eux les vrais démons. Et que peut-être contre toute attente, ces mecs-là ne craignent pas l'eau. Et justement, bah, on va revenir à la fin du chapitre 1113 où ça pourrait y avoir un rapport assez intéressant.
Voilà, en vrai, je trouve que ça serait assez intéressant, ça nous prendrait bien contre-pied. Bon, pas vraiment contre-pied, vu que certains se doutent de ça, mais bon, vu les milliards de fans qu'il y a de One Piece, bon, Oda peut pas surprendre tout le monde, hein, honnêtement, et je pense qu'il y a autre chose à foutre. Je pense que ce serait un contre-pied intéressant que l'on découvre que, ouais, en fait, les mecs qui se prétendent mépriser l'humanité parce que, oui, ils sont pas assez humains, nous, on est des dieux. Bah justement, bah, qui se considèrent comme des dieux à raison parce que indirectement c'est un petit peu des êtres... Bon, on est plus sur du démoniaque que du divin, mais je pense que vous voyez de ce que je veux dire. Ouais, des êtres au-dessus. Et là, l'apparition des doyens, on comprend que... On découvre qu'il y en a qui s'avèrent être plus efficaces que d'autres en termes... pour remplir leurs tâches, c'est-à-dire Saturne, lui il arrive, bon il regarde mal un mec, il explose, ok, mais par la suite, bon il fait que balancer des coups de patte et mal regarder les gens, mais finalement ça aura conclu à pas grand-chose, à part la potentielle mort de Vegapunk, même si on n'est pas sûr qu'il soit vraiment mort, ouais, de toute façon avec One Piece on n'est jamais safe. A contrario, il y a Mars qui est le Piaf. Lui, Frame 1, c'est qu'il fait quoi? Il vole, il se fracasse, il s'explose contre le dôme. Parce que oui, le mec, il est en mission, c'est de faire taire le leak, de faire taire la diffusion. Et ce mec, je le soupçonne d'être arabe, vous comprendrez pourquoi, et d'être précisément algérien. Parce que oui, ce mec, quand on lui dit de pas faire exploser un truc, il est pas bien. Genre, à un moment, bah, dans le chapitre d'avant, le 1112, il dit bah j'ai qu'à faire exploser le laboratoire si je veux faire exploser les scargophones qui diffusent la diffusion. Puis à l'autre Vegapunk il fait ben non, sinon il y a des explosifs et du coup c'est de la merde. Il est en mode putain, mais ça se voit qu'il en peut plus, il veut faire exploser des trucs. Lui il a signé au Gorosei pour faire des bavures. Lui c'est un mec obligé, il aurait fait un excellent. Non. Ouais, non, si, j'ose mon dérapage, ouais, il aurait fait un excellent CRS, voilà. Mais en vrai, force au CRS. Mais pas à tous, il y en a qui font des bavures, voilà, comme Mars. Voilà, on va l'appeler Mars le CRS. Ensuite, il y a le mec avec Vénus. Bon, c'est pas vraiment Vénus son nom, mais vous avez compris de qui je parle. Le cheval, lui, c'est quoi il fait son animation et il fonce et il détruit les pacifistas, mais il les détruit pas vraiment. Parce que ce mec est tellement radin qu'il se dit ah, putain, relou de reconstruire des pacifistas parce qu'on bute Vegapunk, du coup on peut pas en refaire. Et sinon on les bute, bah il y en a plus, du coup c'est un peu relou. Du coup, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il gèle leur système électrique. Donc ça tease un petit peu ses pouvoirs en rapport avec le monde des morts, et puis vu la tronche du monstre dont il est inspiré, du yokai, qui est le Bakumatsu, je crois, qui est une sorte de cheval spectral, ouais, ça nous tease un petit peu un délire à la broue de technique du monde des morts qui frigorifierait les adversaires, donc ça pourrait être... J'espère que ça va être assez approfondi ce point-là de monde des morts, bon ça a été juste évoqué par Brook de manière au pif à un moment. Et ça peut être détaillé, en fait, c'est un petit peu une version améliorée de Brook, si ça s'avère être ça, sa faculté, voilà, grâce à ses facultés démoniaques, on va dire. Lui, comme j'ai dit, il perd pas de temps, voilà, ils font sur les pacifistas. Ce mec c'est Sonic, voilà, bah, je crois que c'est le mec le plus rapide de tout One Piece, hein, de ce qu'on sait du coup. Mais moi, de base, à cause du découpage de Oda, bon, ça c'est un peu le problème de One Piece, c'est qu'en termes de dessin découpage, bon, c'est un peu problématique pour comprendre parfois. C'est que moi je pensais que en gros il avait une faculté de genre d'hypervision qui pouvait voir tout ce qui se passait dans l'île et que justement il visualisait Pacifista, mais non, en fait c'est tellement il était rapide, il fonçait, mais on voyait pas. On avait juste des lignes de vitesse pour voir bah, son déplacement et on le voyait directement là-bas. Et puis sa forme en centaure cheval démoniaque, voilà, il est très stylé, ça impose le flow, c'est terrifiant. Voilà, si on voit ça en live action, il y en a qui vont faire des cauchemars, je le dis. Après, il y a le ver de terre, bon voilà, il fait des trucs de ver de terre, il mange, il se fait tabasser. Il y a Warcury, voilà, son palmarès, c'est de faire attaque roulade et de crier triple monstre d'après mes sources. Voilà pour la petite boutade, mais mes sources sont avérées, je vous le dis. Attendez, je vais me moucher. Voilà, bah finalement le Gorosei, bon, s'est pas montré si efficace que ça, malgré leur apparition, parce que bon, le ver de terre il s'est fumé par Nika, bon, après, le Figure 5, bon, il nous est présenté comme étant invincible à ce stade, et c'est peut-être un problème pour la suite du manga, bah, que à chaque fois que Luffy soit en guerre 5, bah, qu'il soit plus ou moins invincible.
Après, théoriquement, sachant que c'est un fruit du démon, il a toujours le problème du gradient marin et bah, de l'eau de mer. Et ça, bon, ça, on y viendra avec la révélation de la fin de chapitre 113, ça pourrait être intéressant. Donc, bref, il y a Jupiter qui se fait chier dessus, Warcury qui se fait balayer par des géants Bon, là, va falloir qu'on m'explique. Alors, peut-être qu'eux aussi, ils ont eu un entraînement pendant les 2 ans, ils ont fait leur ellipse et tout sur une île secrète, mais bon, on va pas me faire croire qu'ils passent de mecs qui se faisaient balayer par le bras, même pas le pied droit de crocodile, à des mecs qui peuvent balayer un doyen comme ça, comme si c'était un Quenotor. Piou. Ouais, pourquoi je dis ça? Parce que Warcury, c'est 2 moves, c'est quoi? C'est faire rugissement et roulade. Et ça, c'est le move des Quenotors sur la route 205. Donc voilà, Warcury est un Quenotor. Et Eagle triple monstre aussi. Voilà, je tiens à le rappeler d'après ma source. Donc ça va alors qu'on m'explique. Et en plus, a priori, ils ont pas l'air d'utiliser de haki. Après, c'est peut-être soit Oda qui a oublié d'illustrer ça en mettant des mains noires. À ne pas sortir de son contexte, bande d'enfoirés. Ou sinon, bah, c'est juste qu'il a oublié de. Ou c'est juste que finalement il a la flemme de représenter le haki que par du noir. Voilà, peut-être que c'est ça. Donc bref, ça me paraît un peu abusé, mais finalement la tension remonte bah, dès que Luffy n'a plus accès à son Gear 5. En même temps, c'est révélateur des problèmes du Gear 5, mais bah, ça crée de la tension justement où on se dit que ah, Luffy dépend beaucoup de son Gear 5 quand même, donc finalement ça crée une dualité assez intéressante que potentiellement, peut-être dans la suite du manga, l'un des défis de Luffy, ça va être de s'affranchir de sa condition de Nika et être vraiment singe des Luffy et non pas Nika, dieu du soleil. Et ouais, j'ai juste dit singe des Luffy pour faire chier les gens gratuitement et ça m'apportera rien de bon. Voilà, qu'il est lui-même et non pas la réincarnation d'un dieu. Et ça pourrait être un point vraiment très cool. Et puis, chapitre 113, voilà, déjà, il y a Vénus qui. Vraiment, il y a un plan de Vénus, c'est trop stylé, tu vois, dans la fumée. Avec une ombre spectrale, avec un aspect centaure, vraiment, cette page, elle est magnifique, c'est. Waouh. Un classique. Voilà, ce mec a du flow. Voilà, ensuite au chapitre 113, bah, son contenu, bon, on découvre que Vegapunk, bah voilà, il a mis son cerveau dans une cuve. Et Mars, bon, finalement, il s'est retenu de faire des bavures, voilà, il n'a pas fait péter Egghead. Ouais, parce que lui, son move, en gros, c'est faire ultra laser sur tout ce qui bouge. À un moment où on l'entend dire à Rob Lucci de ouais, ça va être compliqué pour moi de ne pas balayer Kaku parce que ouais, c'est difficile de balayer les insectes, mais en fait, ça peut être interprété d'une autre manière. C'est que le mec, c'est tellement un bourrin que en fait, il fait péter tout, donc je pense que c'est à prendre au sens propre plutôt qu'au sens de ouais, je méprise l'humanité. Donc bref, il est face au cerveau de Vegapunk, il est en mode oh putain, oh la tête du gars, quoi. Et puis il essaie de faire péter l'escargophone, et non, en fait, Vegapunk, il a tout prévu, il a fait un escargophone russe. En gros, c'est un escargophone dans un escargophone, et il est indestructible. Et en fait, non, la diffusion vient d'autre part. Et ouais, bah voilà, du coup, il va bel et bien faire leaker le siècle oublié, et oui. Et oui, un petit peu, bah voilà, comme on peut le voir avec Pokémon. Bon, ça aurait été Game Freak, je pense que Vegapunk il aurait eu moins de difficulté à faire leaker le siècle oublié. Là, par contre, c'est le gouvernement mondial, ça y va, ça envoie les doyens, ça veut faire exploser une île, ça y va. Hein. Avec bon, Pokémon, vas-y, c'est. Bon, vous pouvez faire leaker, tranquillement. Putain, faut que j'arrête de faire des crochets dans les parenthèses. Je m'étais retenu de faire ça depuis le début du podcast, mais bon, là, fallait que je craque. Donc, ouais, il fait leaker le siècle oublié, et on apprend. Bon, c'est pas. On a en un début de révélation, je vais lire la citation pile. Ce monde va sombrer dans les océans. Donc. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Parce que bon, j'ai pas d'affirmation précise. C'est que comme je l'ai dit, finalement, si le monde va sombrer dans les océans et que ça arrange pas le Gorosei que les gens le sachent, ça veut dire que finalement le fait que le monde sombre dans les océans, ça arrange le Gorosei. Donc ça veut potentiellement dire que si le monde est 100% composé d'eau, bah ça va pas les déranger plus que ça, donc ça veut peut-être dire que finalement ils n'ont pas mangé de fruits du démon, donc ces mecs-là peuvent se déplacer dans l'eau, et oui. Et ça va encore plus appuyer la théorie potentielle du fait que ouais, attends, ouais, Umi, Im, ou Im-sama si vous êtes des putains de Kikujap et je vous méprise.
bah, soit un petit peu le seigneur des mers et que lui, finalement, il n'est pas réellement de fruit du démon, mais que ce soit juste bah, le démon des mers, hein, quelque part, et que. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder ma vidéo que j'ai faite au sujet, voilà, le petit speedroll. Donc voilà, peut-être qu'il va faire sombrer le monde dans les océans. Alors pourquoi on sait pas. Peut-être plan délire de méchant, ou peut-être sera expliqué pour. Je sais pas pourquoi. Ah, ou peut-être que Im serait l'incarnation de l'océan. Et que. Non, je sais pas. Non, j'ai pas d'idée là-dessus. En vrai, c'est un peu. Mais à mon avis, s'ils veulent faire ça, c'est que Im a la faculté de pouvoir se déplacer dans l'eau, malgré le fait qu'il est potentiellement une forme démoniaque comme ses collègues de chez les doyens. Donc voilà, ça promet des choses intéressantes. J'espère qu'il y aura pas, je sais pas, une coupure sur je sais pas quoi. Après aussi, durant le chapitre, bon, on voit les membres des doyens faire leurs actions. Voilà, bon, ils sont un peu balayés, mais je me dis que ça peut être un peu justifié du fait qu'il n'ait potentiellement pas combattu depuis des siècles. Bah, dans le sens où on les a pas vu bouger leur cul depuis le début du manga, et a priori, avant, ils ne l'ont jamais fait, même lorsqu'il y avait l'air Goldie Roger et tout, ils ont été en mode morph. Il fait sa vie, hein. Donc, potentiellement, qu'ils sont un peu rouillés, les poteaux. Même le mec avec son sabre Vénus, là, et sa tête de cheval, il se fait kicker par Sanji. Alors bon, j'aurais plus vu Zoro comme adversaire potentiel, mais bon, c'est bien d'être prêt à contre-pied un peu des fois, parce que bon, juste parce que le mec il a un sabre, c'est un adversaire pour Zoro, ah, c'est un peu répétitif à un moment, et si on peut changer là-dessus, voilà, je vais me moucher encore une fois parce que punaise, je suis encore en train de boucher. Voilà. Ce qui est aussi intéressant avec les doyens que j'ai pas dit, c'est que malgré le fait que j'ai dit qu'ils se faisaient balayer, qu'ils se faisaient prendre des coups de partout, c'est que ces enfoirés, ils ont des facultés de régénération et des facultés d'arnaque. Dans le sens où, bah, on voit Vénus, il se prend un coup. Je sais pas, en fait, je sais pas, c'est genre, il transforme sa tête, elle se transforme en tête de cheval et du coup, il peut croquer Sanji comme un grec là, parce que les tacos c'est frauduleux. Là, bon, il essaie de se faire maîtriser par les géants, mais bon, j'ose espérer que les géants vont se faire balayer. Aussi, ouais, il y a Jupiter. Bah, en fait, tous les doyens, bon, des gens aussi qui peuvent ressusciter. Jupiter, bah, en fait, il peut faire l'aspirateur carrément, ce mec. Et quand même, je tiens à dire qu'il est à deux doigts de bouffer Luffy, donc finalement, il a un mini palmarès, Jupiter. Et Warcury, bah, on se rend compte que, en fait, bah, son Nika, il a un crâne, il a un crâne solide. C'est peut-être. Après, bizarrement, c'est le seul chauve dont sa particularité qui a été mise en avant, c'est le fait que quand tu lui fracasses le crâne, c'est ton point qui prend plus cher que son crâne. Mais après, pour la défense de Luffy, je pense pas que ça soit très intelligent de taper un Red Rock sur la partie noire du crâne de Warcury. Voilà, tu vois que c'est noir, donc tu te dis qu'il y a du haki. Je sais pas, tu réfléchis un minimum. Tu feras pas dessus, donc voilà, c'est peut-être ça sa particularité, en dehors du fait de crier triple monstre. Et voilà, et franchement, j'en ai pas parlé, mais je vois pas. Ah, bah si, en fait. J'allais dire, je vois pas comment l'équipage peut s'en sortir, mais si en fait ils vont s'en sortir, je pense grâce au robot qui est apparu deux chapitres avant, qu'on a toujours pas revu, en fait, le mec il fait des feats. Bah le mec c'est, ouais c'est ça, c'est One Piece, fit le robot géant, bon qui a priori va aider bah, l'équipage à s'enfuir et gérer les doyens, mais je pense que pour créer vraiment bouleversement, que ce soit du côté des antagonistes ou alors pour créer un bouleversement mondial, faudrait au moins qu'il y ait un membre du gros C qui canne. Et ouais, faudrait qu'il y en ait un qui canne. Je me dis, allez, peut-être Saturne. Voilà, il a prouvé que c'était juste un mec de cité qui regardait mal. Voilà. Et en plus, c'est le plus vilain des trois, visuellement. Voilà, il fait peur. Voilà, tout ce que j'avais à dire sur One Piece. Et je pense qu'on va conclure la review Cassos là-dessus. Donc voilà, donc merci à tous ceux qui m'ont écouté jusqu'ici. Donc n'hésitez pas à donner votre avis sur tous les points que j'ai évoqués. Et pour les fans du PSG, voilà, bisous à vous. J'espère que vous avez bien ragé en commentaire.
Non, mais en vrai, je sais qu'il y a des potes que je sais qui soutiennent le PSG, voilà. Mais bon, ça y est, on a. Chacun ses défauts, voilà. J'accepte les gens malgré leurs défauts. Après, c'est pas dit que je fasse ça toutes les semaines. Voilà, je vous le dis d'avance, la semaine prochaine, il n'y en aura pas. La semaine d'après, peut-être. Et la semaine encore d'après, je sais pas. Et les semaines suivantes, j'en sais rien. Donc, il y aura des reviews Cassos de temps en temps. Bon, j'essaie dans l'idéal de faire un rythme hebdomadaire, mais bon, vous l'avez vu comme avec l'Uni Podcast, bah j'ai pas trop réussi et aussi bon, le contexte ne le permettait pas pour l'Uni Podcast, on va pas se mentir. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter mes deux chaînes, voilà, ma dernière vidéo sur cette chaîne, la chaîne Nippodocus, et aussi mes réseaux, voilà, vous avez tous les liens, et sur ce, ciao, et pliez des classiques dans vos projets.